Je vais appeler Anne Auclair, qui est chef de projet au CLER et particulièrement en charge du mouvement des territoires TEPOS, territoires à énergie positive. On a dit comment on connecte tous ces territoires au TEPOS. Il y a aussi Solagro et le scénario After qui fait partie de l'ADN de la fabrique et bien connecté aussi au TEPOS. Anne, tu vas avoir la charge et le plaisir d'animer ce débat. Je te laisse inviter les participants et à toi la parole. Merci, c'est vraiment plus un plaisir qu'une charge quand même, surtout que c'est extrêmement bien préparé tout ce travail-là. Donc oui, voilà, comme Julien l'a dit, là on va plutôt prendre de la hauteur, prendre du recul. Ce débat, il a pour but de s'intéresser aux tendances lourdes et signaux faibles à partir desquels on aura à penser justement nos stratégies d'alliance. Tout ça dans un contexte où il y a différents scénarios qui se dessinent. Des scénarios, on en a parlé un petit peu ce matin, l'ADEME en a présenté plusieurs. Des scénarios qui peuvent être contraints, qui peuvent être catastrophiques, des scénarios qui peuvent être technosolutionnistes, des scénarios qui sont basés sur la coopération. Mais voilà, quels sont les points auxquels il faut s'attarder. Ce débat-là, forcément, il ne sera pas non exhaustif. On pourrait passer 6 heures, je pense, à débattre et à s'intéresser justement à des thèmes très, très vastes. Là, on parle bien de nos stratégies d'alliance. Et du coup, pour parler de tout ça, et je n'ai qu'une main et je dois tourner mes feuilles pour ne pas dire de bêtises, je vais inviter à me rejoindre Alexandre Monin, qui est là et qui est enseignant-chercheur, directeur du Master Strategy and Design for Anthropocene. C'est comme ça qu'on dit en anglais ? Ouais. C'est écrit en anglais sur ma feuille, je me suis dit, il ne faut pas que je dise de bêtises. Cécile Renoir est-elle arrivée ? Oui, bonjour. Cofondatrice et présidente du campus de la transition. Et Bastien Sibylle, qui est président des Licornes et de Mobicoop. Bonjour et merci beaucoup. Oui, on peut se rapprocher, c'est plus sympa. Merci beaucoup d'être ici. Donc la première question, on est vraiment dans une projection dans 20-25 ans. C'est quoi réussir la transition alors que, comme on l'a dit ce matin, on ne sait pas forcément trop où on va et quels sont les grands enjeux qui devraient être traités et pris en compte pour y arriver. On va commencer par Alexandre. C'est une question très, très simple. Merci beaucoup. Je suis ravi d'essuyer les places. C'est le grand débat. Donc, exactement. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, du point de vue de la transition, alors nous, on parle de redirection, mais bon, il n'y a qu'un souci par rapport à ça. Je pense qu'on est parfaitement aligné. Il y a un enjeu qui est celui que j'appelle de traitement finalement des communs négatifs, c'est-à-dire le traitement de tous ces éléments qui, dès aujourd'hui, peut-être ne sont plus adaptés à un monde dont on souhaite maintenir l'habitabilité, mais auquel on est quand même collectivement attaché. Ça peut être des infrastructures, des technologies, des activités, des emplois, tout un ensemble de choses, des modèles économiques, que sais-je. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les transforme ? Comment est-ce qu'on en hérite ? Comment est-ce qu'éventuellement on les démantèle ? Comment est-ce qu'on y renonce ? Comment est-ce qu'on réaffecte des moyens vers autre chose, vers d'autres modes aussi de subsistance ? Et comment est-ce qu'on repense des modèles de protection, des modèles de solidarité pour ce faire ? Je pense notamment, par exemple, à la question de l'emploi. En ce moment, il y a une certaine convergence autour de ces enjeux-là. On a été partie prenante cette année d'un projet en cours et auquel on continue à participer, notamment dans le cadre de la formation, qui est un projet de sécurité sociale de la redirection écologique. Alors, c'est pas une redirection de la sécurité sociale, c'est une sécurité sociale qu'on met en place pour permettre aux personnes de se rediriger dans leur activité, dans leur travail. En tout cas, une réflexion qui est menée, parce que cette question finalement du travail, je pense qu'aujourd'hui, après quelques années, on était un peu sur d'autres thèmes. Il y a une résurgence des enjeux du syndicalisme. Alors, on l'a vu avec le mouvement social en début d'année, on le voit aux États-Unis. On a vu le président Biden à un piquet de grève auprès des ouvriers de l'automobile, ce qui était très symbolique
vite, parce qu'en même temps, évidemment, la décarbonation, etc., etc. En tout cas, il y a quand même un regain très fort d'intérêt pour ces questions, et finalement, le travail devient un lieu possible de redirection, à condition peut-être de le faire avec les travailleurs et les travailleuses, de pas penser que l'idée, c'est avant tout comment est-ce qu'on fait pour soit ne pas les laisser sur le carreau, comme si c'était une évidence et une nécessité de les laisser sur le carreau, ce qui moi m'apparaît pas du tout évident, ou alors en se disant il faut attendre que ces personnes-là meurent pour les remplacer par des gens qui vont avoir les bonnes compétences pour occuper les emplois verts de demain et ça va bien se passer. Non, comment est-ce qu'on arrive à donner des perspectives aux 30 millions d'actifs et d'actives qui ont aussi des savoirs, des savoir-faire, un petit peu à l'instar j'aime bien cet exemple de ces ouvriers aujourd'hui sur les plateformes de raffinage qui demandent non pas à maintenir leur activité, considérant peut-être contrairement d'ailleurs à l'entreprise qu'elle est dépourvue de viabilité, mais qui demandent à être partie prenante de son démantèlement et éventuellement du remantèlement d'un autre système énergétique en France. Donc de ne pas être justement déconsidéré, abandonné, mais de vraiment transformer finalement leur outil de travail, leur outil de production, leur activité, leur travail concret. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Peut-être aussi juste quelques enjeux aussi. Il y a des enjeux difficiles quand on parle de ces transitions. Un enjeu, par exemple, moi, je pense qu'on doit avoir toutes et tous en tête parce que forcément, ça vient un peu percuter nos imaginaires de la transition, nos imaginaires de la redirection, nos imaginaires de la sobriété, qui parfois sont un petit peu trop peut-être des imaginaires on va dire naturalistico-agraires ou néo-ruraux, etc., etc. C'est par exemple l'enjeu qui est très difficile à poser aujourd'hui quand on travaille ces questions, mais qu'il faut quand même avoir à l'arrière-plan, notamment des migrations à venir, sans doute d'une occupation du sol qui va être tout à fait différente demain. C'est assez peu présent finalement quand on a des projections en 2030, 2040, 2050. Pour autant, si on regarde un petit peu les chiffres, ça va être une réalité massive, avec tous les problèmes politiques ont été évoqués tout à l'heure. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à le verbaliser, à l'expliciter, mais il faut quand même que ce soit quelque part dans nos réflexions, quelle que soit d'ailleurs la communication stratégique qu'on a, il faut que nous-mêmes on arrive à factoriser, je pense, cette dimension-là, y compris dans les imaginaires qu'on produit dès aujourd'hui, pour pas produire des imaginaires qui peuvent être sympathiques par certains aspects, mais qui viendraient fortement en contradiction avec ces perspectives-là, voire qui pourraient, si c'est des imaginaires un peu trop localistes, finalement, on change un tout petit peu le sens politique de tout ça, et puis on voit bien qui peut récupérer la mise. Donc je pense qu'il faut qu'on se confronte aussi à ces questions qui sont très difficiles à poser aujourd'hui. Et puis peut-être un enjeu aussi pour terminer qui est important, c'est de trouver une juste place, là encore, toujours dans ces perspectives et qu'on projette, notamment quelque chose qui est difficile à penser aujourd'hui. Moi, je suis assez attaché à ça, qui sont les enjeux aussi techniques, parce qu'on a du mal finalement entre le technosolutionnisme et puis une critique radicale anti-industrielle ou autre. C'est très d'actualité ces jours-ci. De la technique à poser finalement ces enjeux sans être, pour moi en tout cas, dans ces deux écueils-là. Or, à 8 milliards d'habitants aujourd'hui, ne pas poser la question de la technique, en fait, c'est tout simplement criminel. Parce que 8 milliards d'habitants qui ponctionnent le vivant sans médiation, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien même du tout. Du coup, voilà, comment est-ce qu'on arrive, sans tomber dans ces écueils, vraiment à se réemparer aussi de cet enjeu-là et à poser ces questions au niveau, ce que certains appellent planétaire, en fait, à avoir aussi cette vision qui inclut des enjeux géopolitiques, des enjeux transnationaux, pour pas être uniquement dominé par un imaginaire qu'on projette peut-être plus facilement dans les sphères de transition, les sphères écolo, alors qu'on va aussi devoir se coltiner avec des grandes migrations, avec des questions techniques, avec des questions géopolitiques, etc., etc. Et comment on arrive à finalement aussi se saisir de différentes échelles où finalement parfois je termine là-dessus, comme ça fera le lien avec mon intervention suivante. On se rend compte qu'il y a aussi parfois j'en parlerai tout à l'heure, des thématiques communes, notamment, moi je me rends compte qu'à toutes les échelles, les acteurs qui ont abandonné des leviers d'action, soit à l'échelle macro des banques centrales ou à l'échelle méso, on va dire, des collectivités, voilà, les acteurs qui ont abandonné des leviers d'action ont beaucoup plus de mal à faire face à des enjeux d'adaptation, à des enjeux de renoncement, à des enjeux de transition, de redirection, que les acteurs qui ont encore des leviers d'action à leur disposition. Et ceux qui n'en ont plus sont obligés justement
d'en retrouver, et ça veut dire une dépense supplémentaire, ça veut dire une temporalité qui est ralentie, ça veut dire une difficulté encore plus importante. Donc on doit aussi essayer de regarder un petit peu ces phénomènes sur différentes échelles. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment... oui, vous pouvez l'applaudir. C'est une vraie prise de recul, en effet, aussi d'imaginer justement qu'on a besoin, même nous, dans nos travaux entre alliés à la Fabrique des transitions, de prendre ce regard extrêmement macro qui va quand même impacter le travail sur les territoires et la façon dont on doit défaire pour repenser. Et, merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Cécile pour avoir votre point de vue sur ces grands enjeux. Oui. Et bonjour à toutes et tous. Et puis je voudrais dire juste que je suis désolée parce qu'en plus le campus est aussi partenaire de la Fabrique. Et je crois qu'un ou deux d'entre nous sont là. Et moi-même, j'avais une soutenance de thèse ce matin à Reims. Et ensuite, j'ai un séminaire pas très loin d'ici auquel je m'étais engagée depuis 6 mois. Voilà, donc désolée de ne pas pouvoir participer plus aux échanges. Et j'aurais voulu que ça soit plus, ce que je vais dire, soit plus en écho de ce qui aurait été dit avant. Donc j'ai quand même capté quelques petites choses là, juste en arrivant. Alors, d'abord, ce que je vais dire s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Alexandre. Et je voudrais vous partager un cadre d'analyse qu'on utilise au campus depuis 4 ans, qui est le fruit d'un travail interdisciplinaire et même transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a réfléchi non seulement avec des enseignants-chercheurs, mais aussi avec des praticiens, pour essayer de se demander comment favoriser des transitions vers un monde plus juste, soutenable, enfin ce monde qu'on appelle tous de nos voeux. Et nous nous sommes dit qu'il fallait non seulement travailler sur les contenus, mais aussi sur les compétences et sur les postures complémentaires que nous pouvons mobiliser. Alors, du coup, je vais vous évoquer rapidement ce cadre d'analyse et puis insister sur l'un ou l'autre enjeu qui me paraît particulièrement important. Alors, les 6 portes, ces 6 portes d'entrée, donc 6 axes de questionnement dans la grande transition. Ça, vous le retrouverez pour ceux que ça intéresse dans le manuel de la grande transition, dont une synthèse de 70 pages, alors c'est quand même 70 pages, est en ligne sur le site du campus, mais il y a aussi des pictos très sympathiques qui donnent à voir ces 6 portes. Alors ce sont des mots grecs, pas pour faire jargonnant, mais parce que c'est les mots qu'on retrouve dans économie et écologie, donc oikos, nomos, logos, et puis nous avons rajouté ethos, praxis et dynamis. Alors je les reprends dans l'ordre qui sont dans le manuel, mais l'idée, et je vous ferai faire un petit exercice, c'est que nous sommes appelés à parcourir toutes ces portes et selon nos sensibilités, nous n'avons pas forcément la même porte d'entrée privilégiée dans les sujets de transition et dans la vie en général peut-être. Alors le premier c'est oikos, c'est comment habiter notre monde commun, notre planète Terre, marquée par des dégradations pour certaines irréversibles, marquée par plein d'enjeux, et on vient d'évoquer cet enjeu des migrations. Je pense que ça correspond bien, dans le langage aussi de la Fabrique, à cette question d'un monde en commun, des communs à préserver, à nourrir, à soigner, pour transmettre des espaces habitables aux générations futures et à tout le vivant. Et donc, en termes de compétences, l'idée en regardant ces enjeux planétaires, c'est vraiment d'entrer dans une pensée complexe. Donc oikos. Ensuite, ethos, c'est cette idée d'appliquer un discernement éthique aux situations que nous avons sous les yeux ou aux grands problèmes auxquels nous faisons face. Et donc, alors dans le bouquin, on a choisi de reprendre la phrase de Paul Ricoeur sur l'éthique parce qu'elle permet de conjuguer différents courants éthiques. Donc c'est une manière de ne pas prendre position, mais de nous inviter, alors comme le dit Ricoeur, à parler de l'éthique comme la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors là, on retrouve la vie bonne, c'est aussi le bien vivre, le buen vivir pour les latino-américains. Donc on pourrait poser la question pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que bien vivre? Quelles sont les composantes essentielles dans notre vie quotidienne? Et puis, avec et pour autrui, c'est évidemment, l'enjeu, c'est pas d'être dans des bulles de bien-être en petit nombre de bobos écolos qui créent les conditions du bien-vivre pour eux et pour leurs proches, mais c'est commencer au service d'une solidarité à plein d'échelles différentes. Et dans des institutions justes, c'est que tout ça, c'est relié à l'analyse de nos institutions, à l'analyse des injustices structurelles, à tous les niveaux. Donc que ce soit du point de vue économique, politique, éducatif, sanitaire, culturel. Voilà, on peut balayer nos institutions et demander qu'est-ce qu'il faut changer.
Et alors ça permet cet aiguillon éthique de se poser des bonnes questions de manière un peu décalée, parfois avec la manière dont des acteurs se posent les questions. Et ça amène à la troisième porte, qui est la porte Nomos. Nomos, c'est les règles du jeu, les métriques, les instruments de gouvernance, quelles sont les conditions de démocratie écologique. Et en termes de compétences, c'est comment tout ça suppose des changements de nos modèles mentaux, de nos représentations. Par exemple, du point de vue économique, voilà, est-ce que la métrique du PIB et du PIB par habitant est suffisante ? Qu'est-ce qu'il faut critiquer là-dedans ? Il y a tous ces indicateurs de bien-être alternatifs qui sont proposés. Moi, avec une équipe, depuis une vingtaine d'années, on travaille sur ce qu'on a appelé un indicateur de capacité relationnelle pour précisément essayer de subvertir la culture du chiffre et se dire, en fait, comment est-ce qu'on essaie de quantifier avec un indicateur ce qui est inquantifiable, la qualité du lien. C'est une manière quand même de mettre en avant, en termes de politique publique, en termes de stratégie d'entreprise, ces éléments relatifs à la qualité des relations à tous les niveaux. Et ça, si on se projette dans le monde rêvé dans 30 ans, on peut se dire, on aimerait avoir des politiques publiques et des stratégies d'entreprise qui soient adossées à cette question de la mesure du bien-vivre et du bien-être et de la qualité relationnelle. Donc Nomos nous invite à regarder ensuite Logos, parce que se dire c'est bien joli de vouloir changer les règles, mais ça ne se fait pas sans travailler sur nos imaginaires. Alors je regarde notamment Nicolas, qui est un de la fabrique, et d'autres qui s'intéressent à cette fabrique des récits collectifs. Alors j'ai compris que vous aviez parlé de punk ou pirate, voilà, mais quelles sont les images qui caractérisent à la fois ce que la fabrique veut vivre, mais aussi collectivement, quel type d'imaginaire collectif proposer, et donc travailler sur les mots que nous utilisons, sur les récits, sur les rationalités. Et là, on retrouve aussi cette question des rationalités complémentaires que sont d'un côté une rationalité techno-scientifique, et puis de l'autre une rationalité qu'on pourrait appeler symbolique, et l'une et l'autre étant sans doute pas à prendre de manière exclusive, mais ensemble. Et donc on retrouve notamment ce que tu viens d'évoquer sur les technologies et la façon ajustée de se rapporter à ces technologies. Tout ça amène à la porte praxis, qui est la question de l'action, des acteurs, des échelles de l'action. Et en prenant bien conscience, je pense que ça, on en a une conscience assez aiguë, qu'aucun acteur n'a la solution tout seul, et qu'on a besoin à la fois des élus, des collectivités territoriales, d'initiatives portées par des associations, par des entreprises, à différents niveaux, et que tout ça est complémentaire. Alors je pense qu'on reviendra ensuite sur les stratégies, les modes d'action complémentaires, mais voilà, donc praxis et tout ça, et dans l'ouvrage du manuel, on a consacré une partie de ce chapitre à la question de la violence, parce que voilà, se dire est-ce qu'on peut y arriver tout ça sans violence ou avec le moins de violence possible, sachant qu'évidemment nos modèles exercent déjà une grande violence sur les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables. Et enfin, je termine avec Dynamis. Dynamis, ça donnait le mot dynamique, c'est cette question des ressources intérieures que nous avons pour nous reconnecter à nous-mêmes, on pourrait dire au plus intime de nous-mêmes, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi, dans une perspective spirituelle, alors au sens le plus large, on pourrait dire de la question du sens de nos existences, l'ouverture à l'altérité, l'inspiration de nos vies. Et donc toutes ces 6 portes, vous voyez, ces 6 manières différentes de se rapporter aux choses. Alors je propose un petit exercice, je les renomme rapidement. Donc on a oikos, c'est le diagnostic et la pensée complexe. Ethos, les enjeux d'éthique et de responsabilité. Nomos, la question des changements des modèles mentaux et les normes, les règles du jeu à transformer. Logos, le travail sur les récits, les imaginaires, la pensée prospective. Praxis, la question des acteurs et de l'action collective à différents niveaux. Et enfin, Dynamis, les enjeux de reconnexion. Alors, je vous propose quelques secondes de vous demander quelle est pour vous la porte d'entrée privilégiée dans les sujets. Alors ensuite, toujours les gens me disent, mais il y en a plusieurs, mais bon, choisissez-en une et je vais les nommer successivement. Et quand c'est votre porte d'entrée privilégiée, vous levez la main. Voilà, alors quelles sont celles et ceux pour lesquels c'est la porte oikos, la manière privilégiée d'entrer dans les sujets? Merci. Ensuite, ethos. Nomos. Logos.
Praxis et Dynamis. C'est bien, Voilà. c'est très équilibré au sein Ben des voilà. alliés, c'est parfait. Et voilà, et c'est un exercice que je fais très souvent, et je trouve que c'est fabuleux de voir comment dans un auditoire avec des personnes, soit qui a priori parfois ont des parcours plus homogènes ou pas, on retrouve ces 6 portes. Et je trouve qu'en termes politiques, c'est quand même intéressant de se dire les leviers ne sont pas les mêmes. Et voilà, on entend souvent des gens qui disent, et au campus, on a pas mal de jeunes ingénieurs qui nous disent, mais moi, c'est les rapports du GIEC ou voilà, des rapports qui sont avec des chiffres, et on a besoin de comprendre pour se mettre en route et pour transformer les choses. Il y en a d'autres, c'est la solidarité avec les plus vulnérables, l'indignation éthique. D'autres, c'est ce souci de se dire, mais les règles du jeu créent des drames. Comment on travaille sur ce changement des règles du jeu parce que c'est structurel. D'autres, c'est au contraire les arts, les humanités, manière de se projeter de manière parfois plus poétique dans les sujets qui est le levier principal. D'autres, l'action très concrète. Et d'autres, ces enjeux de reconnexion plus intérieure comme étant ensuite ce qui va mobiliser et permettre de déployer des énergies. Alors, juste pour terminer, reboucler sur ce que Alexandre disait, en retraversant tout ça, alors c'est peut-être qu'en plus je suis très marquée par là, je sors d'une soutenance de thèse avec un étudiant gabonais, donc maintenant jeune docteur, qui a fait sa thèse sur les enjeux de responsabilité sociale des pétroliers et de responsabilité sociale et politique des pétroliers, à partir d'un cas au Congo-Brazza, mais avec une vision très large, alors on est en plein dans le lendemain de la COP. Et je dois dire, et ensuite j'ai eu une discussion avec ses parents, et son père qui est au Gabon, qui a choisi de rester au Gabon, avec lequel je parlais d'Ali Bongo et des problèmes des biens mal acquis. Voilà, et je me disais en sortant de là, c'est pas très optimiste sur ce qui se passe parce qu'à une échelle locale, et le papa m'expliquait qu'il est d'une ethnie des résistants en fait, qui sont des gens vraiment qui résistent au pouvoir établi en essayant de suggérer des choses et que c'est extrêmement difficile de se faire entendre et d'avoir le sentiment qu'on arrive à construire une société gabonaise plus unie et qui travaille pour la justice et le bien commun sans être en permanence spoliée de ces initiatives citoyennes. Voilà. Et puis quand je leur demandais quand même, alors moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes au Nigeria et comme ce que je retiens de mes enquêtes, c'est que même les pétroliers me disaient qu'il aurait mieux valu pour le Nigeria qu'il n'y ait pas de pétrole. Et du coup je lui ai posé la question ce qu'ils pensaient pour le Gabon. Et quand même la réponse était de dire, en fait c'est quand même la première mamelle du Gabon. Et d'un point de vue économique. Donc en fait, on ne peut pas s'en sortir sans ça pour l'instant. Donc le côté après pétrole, pour eux, c'est pas le sujet. Et donc je vous partage ça parce que, voilà, ayant au campus beaucoup de militants de la sortie très rapide des énergies fossiles, voilà, je pense que ça interpelle quand on voit des gens qui sont dans des territoires de pays des Suds et qui vous disent, au fond, des personnes qui cherchent le bien commun, qui sont vraiment sans concession, y compris sur le rôle de la France-Afrique, et qui en même temps, sans mauvais jeu de mots, vous disent ils pensent qu'à court terme, ils ont encore vraiment besoin du pétrole. Et donc, voilà, je dis ça parce que précisément, et c'est ce que tu évoquais, le fait de ne pas occulter dans notre questionnement sur les transformations dans nos territoires de nos modes de vie, par souci de la solidarité internationale, comment vraiment aussi écouter le point de vue de ceux qui sont aussi dans une situation de grande précarité. Et puis on parlait du fait que y a une partie du Gabon qui va être sous l'eau aussi dans les décennies qui viennent, enfin aux siècles qui viennent, et qu'il y a aussi beaucoup à faire pour anticiper ça, et que pour l'instant c'est pas non plus la priorité de beaucoup. Donc ce côté géopolitique, et du coup un peu quel universalisme pour nos réflexions. Et se dire peut-être, parce que le philosophe politique que j'aime beaucoup, Michael Walzer, appelle l'universalisme de basse altitude. C'est-à-dire à chaque fois essayer de raisonner à partir des situations concrètes vécues par des populations variées et de se dire qu'est-ce qui vaut et quelle est la critique interne qui peut être faite de l'intérieur de ces traditions pour pouvoir faire bouger les choses. Et du coup, avec aussi forcément quelle solidarité à une échelle plus large. Et puis un autre point, moi, qui m'interroge beaucoup, parce que je le vis au campus, je le vis personnellement aussi, en étant souvent l'impression d'être au carrefour de mondes très différents qui parfois ne se parlent pas, et ça rejoint ce que Jean-François évoquait, peut-être de ces nouveaux combats. C'est à la fois comment mener les bons combats, mais en même temps, il y a une polarisation quand même de plus en plus forte. Et du coup, alors, pour reprendre l'expression de Patrick Vivray, des désaccords féconds, comment nourrir des désaccords féconds pour mener les bons combats,
comment arriver quand même à se dire qu'il y a peut-être des stratégies complémentaires, mais on va reparler après. Et je pense souvent à ce que Paulo Freire disait dans la pédagogie des opprimés, pour se dire, au fond, il y a quand même un vrai enjeu, c'est que certes, il y a des opprimés et des oppresseurs, des dominants et des dominés, mais l'enjeu est quand même que, in fine, ça ne soit pas les dominés qui reprennent le pouvoir sur les dominants et qu'on reproduise les structures de vengeance et de violence sans fin. Donc, une question auquel je trouve que ça serait très intéressant de pouvoir en discuter, c'est comment est-ce qu'on fait pour à la fois reconnaître ces rapports de force et ces structures de domination, mais essayer de promouvoir aussi une société dans laquelle on arrive à sortir de tout ça. Merci beaucoup, Cécile. On pourrait vraiment passer 6 heures à discuter de tout ça ensemble. C'est vraiment passionnant et je pense qu'on va être plusieurs à vouloir aller lire la petite synthèse de 70 pages ce soir. Bastien, à ton tour de prendre la parole, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de réussir les transitions à un horizon 2040-2050 ? Absolument. Écoutez, effectivement, moi je suis venu vous parler de questions d'alliance et de transformation économique. Je vous parle depuis plusieurs endroits, mais notamment, puisque c'est écrit là, depuis les Licornes, qui sont donc une alliance de coopératives de la transition, qui regroupe aujourd'hui 13 coopératives, dont certaines que vous connaissez, Enercoop, Biocoop, Label Emmaüs, etc., et qui regroupent aujourd'hui un peu plus de 4 millions de consommateurs. Pour nous, chez nous, on parle de sociétaires plutôt d'actionnaires, et c'est sans doute un des termes du débat, un peu plus de 130 000 sociétaires. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Parce qu'en fait, pour moi, la question centrale, c'est la question des alliances. Et donc, Julien, montant sur l'estrade, tu me remerciais d'être venu et je te remerciais de m'avoir invité. Et tu as eu ces mots, on n'a qu'une parole. Et en fait, là commencent les alliances. Les alliances commencent quand la parole qu'on exprime, la parole qu'on dit, elle est à la fois sincère et tenue. Et je pense que dans la dynamique d'alliance que tu mentionnais, Jean-François, commencer par là, se dire les choses, exposer les controverses, trouver des solutions, et puis après s'y tenir, c'est un démarrage. Dans cette approche qui consiste à dire ce qu'il se passe, c'est-à-dire aussi, pour reprendre ce que tu disais Jean-François tout à l'heure, être dans une forme de parole radicale. Radicale, pas dans le sens d'abrasive, radicale dans le sens d'aller à la racine des problèmes. Oui, nous sommes face à une crise écologique. Oui, cette crise est liée à notre mode de production et de consommation. La crise écologique est une crise du capitalisme. Alors, à question simple, réponse simple. Où devons-nous être en 2050 ? Nous devons être en 2050 dans des systèmes politiques qui ont réussi à encadrer le capitalisme, à le réguler. Qu'est-ce que ça veut dire réguler le capitalisme ? Excusez-moi de prendre des mots qui peuvent sembler un peu éculés, mais il faut appeler un chat un chat. Un système économique qui, au niveau de ses particules les plus élémentaires, est conduit selon des rationalités qui sont celles de la maximisation des gains du capital, est un système capitaliste. Et c'est le système de production dans lequel nous agissons au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire que de réguler ce système ? Ça veut dire le travailler depuis l'intérieur, pour commencer. Il faut encadrer la propension à la lucrativité du capitalisme. Il faut réduire les plus-values de cession, il faut les encadrer. Il faut réduire les capacités de distribution des dividendes. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne fait pas ça, tous les appels à la post-croissance, tous les appels à la responsabilité sociale des entreprises sont caducs au moment où des assemblées générales d'actionnaires conduisent des gouvernances selon un principe qui est un principe
de redistribution de la valeur au capital qui meut ces organisations. Donc là, ça paraît sans doute simple, mais à un moment, il faut revenir à des choses assez simples. Il y a un rôle de régulation et d'encadrement. Ensuite, il faut avoir des structures de financement de l'économie qui se soient elles-mêmes adaptées à ces nouvelles conditions. On ne fera pas la transition écologique du XXIe siècle avec les mêmes savoir-faire et les mêmes expertises et les mêmes façons de procéder que la finance a eu au XXe siècle. Il faut adapter notre système financier aux besoins du XXIe siècle, sinon nous n'y arriverons pas. Ça, c'est sur la dimension de régulation de l'économie. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut aussi créer, tu parlais de ZAD tout à l'heure, il faut créer des zones de trous dans les marchés. Il faut qu'on ait des lieux dans lesquels on puisse consommer et produire dans des règles qui ne sont pas déterminées par les marchés. Vous avez là l'expérience des licornes, c'est une expérience de perforation du capitalisme. Et je pense que ces expériences doivent être agrandies et menées à d'autres endroits. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette opération autour d'1 milliard d'euros, parce que pour être capable d'agrandir ces zones d'autonomie par rapport au marché, d'autonomie par rapport au modèle économique capitaliste, eh bien nous avons besoin de moyens financiers, mais j'en parlerai plutôt au moment où nous parlerons des questions de stratégie d'alliance. La dernière chose qu'il faut réussir, c'est le pari de la transformation culturelle de nos systèmes économiques. Et là, je crois que l'approche qu'on doit avoir, c'est pas une approche frontale. Donc je vous ai dit, première approche régulation, deuxième approche perforation, troisième approche ringardisation. Notre sujet n'est pas de renverser le capitalisme, nous n'y arriverons pas. Notre sujet, c'est de le ringardiser en disant que ce qu'il nous propose ne correspond plus à ce que nous attendons. Ce que nous voulons pour réussir nos vies, ce n'est pas de posséder une grosse bagnole, ce n'est pas de pouvoir aller sur un week-end à Rome en avion, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et parmi les expériences que nous défendons, que nous menons sur les territoires, il faut dire qu'à cet endroit se joue aussi une réinvention de la façon d'être heureux. Et que notre façon d'être heureux n'est pas celle qui nous est prononcée. Nous ne sommes pas, parce que je le lis trop souvent, nous ne sommes pas des forces de renoncement. Nous sommes précisément l'inverse de ça. Nous sommes des forces de gens qui n'ont pas renoncé à être heureux et à l'être de façon cohérente avec ce dont le monde a besoin. Je ne renonce pas à ne pas avoir une grosse voiture, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie, ce n'est pas ça que je veux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le troisième axe. Il faut qu'on ringardise et qu'on montre que nous sommes l'avenir. Et à cet égard, je voudrais rappeler que les forces progressistes que nous sommes sont, de façon assez bizarre, passées en 60 ans d'une position dans laquelle nous étions, pour reprendre ce qui s'est passé dans les mouvements de 68, nous étions ceux qui portions la parole du bonheur, à ceux qui seraient en train de porter la parole du renoncement, de la pâleur, de manger des choses insipides, etc., etc. Regagnons cette bataille du sens, regagnons cette bataille de la façon d'être heureux. Et je crois que nous en sommes capables, je crois que nous avons, nous forces civiles, une grande puissance, qui est d'autant plus grande que les forces politiques sont en mal de conduite de leurs actions. Mais à cet égard, Jean-François, pour reprendre ce que tu disais dans ton introduction, je pense qu'il nous faut poser la question de l'articulation de la puissance et du pouvoir. Ce n'est pas la même chose. On peut être puissant sans avoir le pouvoir d'action dont nous avons besoin pour transformer
la société. Et sans doute que le sujet que nous avons devant nous d'ici à 2050, c'est comment est-ce que nous passons d'une situation de puissance civile à une situation de pouvoir politique. Voilà, alors c'est peut-être pour amener la deuxième partie de la table. Merci beaucoup. On a un petit quart d'heure d'échange avec la salle. Donc je ne sais pas s'il y avait une intervention. Bonjour. Dans toutes les réjouissances que vous avez pu parler, il y a un mot qui n'a pas été prononcé mais qui me semble impossible de faire sans, c'est le mot guerre. Il y a la guerre à haute intensité qui revient en Europe et ça pourra avoir des impacts qu'on ne mesure pas. Voilà, on parlait ce matin de 54 milliards pour le plan d'avenir, mais demain ce sera peut-être 54 milliards pour l'armement et voilà. Et je me dis que c'est des choses qu'il faut qu'on ait en tête parce que c'est pas déconnecter des questions de prochaines municipales et d'influence sur les populations, etc. Alexandre ? On va peut-être prendre plusieurs questions. Tout à fait, vas-y. Je veux bien. On va prendre 3-4 questions. Dans la foulée, j'ai vu une main qui se levait ici. C'était là, je crois. Voilà. Je reviendrai sur le dernier point qui a été soulevé par Bastien, la notion de régulation, la nécessité de réguler le fonctionnement économique. Je m'interroge beaucoup sur jusqu'à quel niveau de détail on va pouvoir aller. Évidemment, il y a la question démocratique qui se passe derrière. Alors qu'aujourd'hui, le système de valeurs est bien connu et n'est pas celui du capitalisme aujourd'hui partagé par la plupart des gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin, au lieu d'essayer de réguler ce capitalisme-là, d'inventer des nouveaux outils économiques pour faire économie de ce que tout le monde a conscience être la valeur aujourd'hui? Ça peut sembler idéaliste, mais on peut descendre dans des aspects pratiques, on n'aura pas le temps d'en parler ici. Merci. Du coup, une dernière intervention, Julien, c'est ça ? 3, c'est peut-être bien déjà ? Il y a beaucoup de mains, donc ouais, on va prendre 3. Bonjour. Donc, on m'avait proposé d'intervenir, je vais le faire maintenant, et je laisserai Patrick Vivray conclure tout à l'heure. Première chose, d'abord merci pour le Oikos, Logos, Nomos, Praxis et Dynamis, ça permet de donner un cadre d'action. Merci ici d'avoir rappelé un certain nombre de choses. Les alliances pour réguler. Je voudrais poser juste en préalable le fait qu'il me semble qu'on est dans un milieu, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, essayons de ne pas se parler à nous-mêmes. Nous sommes quand même régulièrement en train de nous parler à nous-mêmes. Et comme la question des tendances lourdes et des signaux faibles, je voudrais ici poser un petit pavé dans la mare qui est la transition écologique est d'abord une transition sociologique de mon point de vue, puisqu'il s'agit de changer les modes de vie et une vision du monde. Et pour le moment, en termes de mode de vie, de vision du monde, il y en a une. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la tendance numéro 1, je dirais un économisme de l'hubris, pour reprendre les termes que les convivialistes aiment bien, que j'appellerais pré-déclin. C'est-à-dire tout le monde pense qu'il y a un déclin en cours, 75% des Français dans le monde également. On ne sait pas exactement de quoi il fait ce déclin, mais en gros, l'économisme de l'hubris, c'est celui qui dit « je vais prendre tout ce que je peux jusqu'à ce que tout s'effondre ». Donc c'est ma deuxième grande tendance. Tendance numéro 2, les imaginaires guerriers sont en renaissance partout dans le monde, ce que j'appellerais des tribalismes socioculturels, et un effondrement en cours, 65% des Français pensent qu'il est dans les 20 ans qui viennent. Tendance numéro 3, et qui me semble, et en tout cas c'est celle sur laquelle moi je travaille beaucoup en tant que sociologue et en communication et en politique, c'est les replis ethnico-religieux, ce que j'appelle les religiosités bricolées, dont les religions ne semblent pas vraiment s'affoler, alors que, à mon sens, c'est un des premiers problèmes qui fait une montée de ce qu'on va appeler des néofascismes. Je pense que Jean-François, dont la ville était à 11 km d'Hénin-Beaumont, voit de quoi je veux parler. Et c'est une tendance qui est très lourde en Europe, dans le monde, et bientôt en France, comme tout le monde semble nous l'annoncer. Donc ça, c'est une des problématiques qu'on ne met pas vraiment sur le devant de la scène. Or, si on veut faire des stratégies pour les 10, 15, 20 ans qui viennent, il va falloir prendre ces problématiques, à mon avis, en considération. Donc, si je prends les signaux faibles très très rapidement, on a 2 signaux faibles qui sont un peu positifs. Le premier serait que les valeurs écosociales sont en hausse. Tout le European Value Survey qu'on fait tous les 10 ans avec des laboratoires montre que les Français sont de plus en plus
antiracistes, de plus en plus ouverts à plein de choses extrêmement jolies et agréables. Mais dès qu'il y a une élection, ils retombent dans des travers médiatico-politiques en gros, pour le dire rapidement, d'un néofascisme culturel. Donc on a un signal faible qui est les Français ne sont pas fascistes, mais ils pourraient bien voter pour une fasciste. Deuxième signal faible sur lequel on peut s'appuyer, je vais appeler ça une puissance de survie. Je suis désolé, mais le terme premier, les écologistes des années 70 parlaient de survie et pas de bonne vie, de bien vivre. Et je pense que désormais, en effet, il va nous falloir civiliser des passions tristes. On est un certain nombre à écrire sur la question des passions tristes, et nous sommes embarqués dans des passions tristes. Vous avez évoqué l'imaginaire. Oui, il y a un travail à faire sur les imaginaires. Donc mes 3 stratégies, j'irai vite. La première, elle est politique. Il y a clairement un seul endroit où on peut agir, là où nous sommes, c'est de créer ou de permettre d'advenir un municipalisme social-écologiste, ce que j'appelle des refuges, des villes-refuges, parce que dans quelques années, ce sera peut-être les derniers endroits où on pourra encore agir et où il y aura encore des gens qui œuvrent dans le domaine du politique, du social et de l'économique, qui seront encore un petit peu à l'écoute de ce qu'on essaie de raconter ici. Deuxième stratégie, que j'appellerais plus sociologique, il y a ce que Latour appelait les alliances de classe pour essayer de créer cette fameuse classe écologique ou sociale écologique dont les écologistes n'ont jamais pris conscience. Ce que moi j'appellerais les créatifs culturels des années 2000. Il semblerait qu'il y ait 35 à 40% de la société sociologiquement qui soit entièrement d'accord avec ce qu'on raconte ici, mais malheureusement ils pensent qu'ils sont 5%, et surtout très malheureusement, ils ne se coalisent jamais, ni politiquement, ni socialement, ni autre. Donc enfin mettre en place une stratégie réelle de constitution de cette fameuse classe écologique au sens de Latour. Les créatifs culturels seraient une première porte. Et enfin, troisième stratégie, celle que un certain nombre de personnes, dont Cyril Dion et d'autres, ont fait la leur, c'est la question de l'imaginaire. Et j'insisterai lourdement en disant, si on pense qu'un seul imaginaire de on est des gentils et on va arrêter de consommer et on va, contrairement à tous ceux qui sont dans l'hubris, nous penser que c'est mieux de ne pas consommer, je pense que c'est relativement illusoire dans une société dans laquelle l'imaginaire est un héroïsme. Et nous sommes bercés depuis des siècles par la question de l'héroïsme. On a un tas de gens qui travaillent sur ces questions. Et donc j'aurais tendance à penser que ce qu'il va falloir créer, c'est un imaginaire héroïque qui met le convivialisme et la sobriété comme la seule façon de vivre comme un véritable héros. Quand je dis héros, bien sûr, héroïne, c'est juste qu'au féminin, ça donne aussi une drogue douce et dure. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On a 10 petites minutes pour essayer peut-être de répondre aux questions qui ont été posées. On va voir, Alexandre, tu proposais de réagir sur le terme de guerre notamment. Peut-être sur l'aspect guerre, effectivement, qui a été mentionné. C'est pour ça qu'on a fait allusion aussi aux enjeux géopolitiques, qui renvoient effectivement à ce contexte de guerre, et puis à d'autres aspects aussi, d'ingérence, par exemple, sur des élections. On voit bien un certain nombre d'actions politiques qui peuvent être menées par différents pays pour peser. Donc oui, je pense qu'on a besoin de considérer ces enjeux-là, qui sont toujours difficiles à considérer, je pense, du point de vue de l'écologie. Ils sont aussi difficiles à considérer, on le disait tout à l'heure, si on se borne aussi à envisager des échelles locales, parce qu'il y a un hiatus entre le très local et puis tout d'un coup ces enjeux-là qu'on a un peu du mal à poser, mais je pense que de plus en plus ça va être une nécessité, et peut-être en lien avec ça et en écho aussi à d'autres choses qui ont été dites par rapport au développement de certaines idéologies, d'une certaine tension qui peut se développer. Je pense qu'un des éléments qui n'est pas complètement éloigné à cette question des conflits, c'est comment ces conflits trouvent aussi à s'exprimer sur des plateformes dont on est en grande partie dépossédé et qui sont devenues des outils politiques. On voit bien avec le rachat de Twitter qui est devenu X par Elon Musk, pour en faire explicitement un outil de lutte contre le wokisme. C'est comme ça que lui le présente. C'est quand même 40 milliards de dollars pour lutter en partie contre le wokisme. Donc c'est un vrai investissement idéologique et politique de sa part, très coûteux. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi que le débat, la discussion plus largement, se déroule dans des univers qui ne sont absolument pas neutres, qui sont dominés aussi par des algorithmes qui privilégient des contenus de plus en plus radicaux au mauvais sens du terme, et donc qui rendent le débat, la discussion extrêmement toxique. Je vais juste prendre un exemple en
écho avec une actualité récente. C'est l'exemple des Pays-Bas, où il y a eu une crise de l'azote, dont je parle un petit peu dans mon ouvrage récent, avec des mesures qui ont été annoncées de manière assez brutale, mais extrêmement ambitieuse, pour réduire le cheptel agricole, pour diminuer le nombre d'exploitations intensives dans le pays, etc., etc. Ça a débouché sur une crise politique. C'est un débat qui a eu lieu pendant le confinement, la Covid, et donc avec une convergence avec des enjeux de conspirationnisme et d'extrême droite mondiale qui s'est emparée de cette thématique, notamment avec au début, c'est avec les Freedom Truckers, les convois de la liberté au Canada. Ils font allusion un peu à QAnon, conspiration aussi de pédophilie sataniste mondiale, etc., etc. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, parce que finalement cette crise n'a pas été traitée à temps, donc elle a été par des mesures d'urgence extrêmement brutales, dans un contexte qui n'était pas maîtrisable par le politique, en lien avec justement ces réseaux sociaux, cette extrême droite mondiale et le conspirationnisme. Et aujourd'hui, on a un parti qui nous dit grosso modo qu'il n'y a pas de crise de l'azote, un parti d'extrême droite, et qui pour le coup a une idée très claire sur comment il veut poser les enjeux migratoires demain. Donc si on veut éviter un peu cette situation-là, je pense qu'il y a des leçons intéressantes à en tirer. Merci beaucoup. Juste pour vous dire, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'envie d'échange. On va réavoir après la deuxième question un temps d'échange avec vous tous, mais on est très contraints notamment pour pouvoir permettre à Cécile d'intervenir lors de cette deuxième question avant son départ. Bastien, juste 1 ou 2 minutes de réaction des questions qui ont été posées, puis après on fera l'atterrissage stratégique et je vous laisserai la parole, Cécile. Ok, je vais être bref, mais là, les questions sont quand même puissantes. Donc, mais effectivement, je pense que si j'essaie de faire un peu la synthèse de ce que j'ai entendu, notre difficulté, c'est qu'on est tous très concentrés sur un problème de transformation de long terme, qui est lié à la crise écologique et qui ne va pas se faire en quelques minutes. Et pour autant, on a un risque immédiat et premier, qui est un risque démocratique. Donc là, il nous faut gérer des échelles temporelles qui sont disjointes, mais pour moi, il est certain que le risque principal aujourd'hui, c'est le risque autoritaire dans nos systèmes politiques. Vous mentionniez la guerre, vous mentionniez finalement de la perte d'espoir, etc. Et donc ça, je pense que c'est ça qu'il faut adresser immédiatement. Et là-dedans, ce que je veux dire, c'est que sans doute la meilleure façon de répondre à ça, c'est quand même de donner aux gens du pouvoir d'agir. Quand on place les personnes dans une capacité d'action, on est en train de les aider à résister au défaitisme qui conduit à porter des forces réactionnaires et autoritaires au pouvoir. Donc moi je pense que nous sommes à la bonne place. Ce que nous construisons, ce que vous construisez sur les territoires, c'est la bonne façon de faire. Il faut être fier de ça, il faut le porter, il faut le dire, il faut demander plus de moyens, parce que c'est ça qui nous permettra de résister au risque démocratique qu'on a devant nous. Et c'est pour ça que j'ai hâte qu'on passe à la deuxième partie sur comment est-ce qu'on va le faire et quelle stratégie d'alliance. Mais allons-y, Bastien, allons-y de ce pas. Donc, en effet, avec tous ces enjeux qui ont été identifiés et qui sont nombreux, à plus court terme, dans les 3-4 années à venir, quelle stratégie peut-on mettre en place pour y arriver, Cécile ? Alors, je vais repartir peut-être d'une typologie qui a été faite par quelqu'un qu'on cite aussi assez souvent au campus, parce qu'il aide bien à essayer de positionner un peu ce que nous essayons de faire, qui est Eric Olin Wright. Donc, je pense que certains le connaissent peut-être. C'est un politiste qui est décédé il y a quelques années et qui avait réfléchi aux stratégies anticapitalistes. Et en gros, voilà, et il désigne 3 types de stratégies. Les stratégies dites en rupture, les stratégies interstitielles et les stratégies symbiotiques ou réformistes.
Alors, j'ai envie aussi de vous partager. Le problème, c'est que d'habitude, je le fais avec une slide, mais là, donc je vais vous l'expliquer. Mais un jour, quelqu'un du campus m'a dit, Cécile, il faut absolument que tu lises un bouquin de Aric McBay, donc certains ont peut-être lu aussi ici, qui s'appelle Full Spectrum Resistance, avec un mauvais accent, et qui est quelqu'un qui a essayé justement de réfléchir en montrant deux axes complémentaires, qui est d'un côté l'axe militant, qui va des militants aux modérés. Militants, ça veut dire qu'on estime que le changement doit se faire par la lutte. Voilà. Et modéré, un changement qui vient progressivement. Donc, disons, peut-être pas les mêmes moyens d'action. Et puis, un autre axe qui est celui de radicaux et progressistes. Radicaux, donc le système doit être transformé. Radicalement, prenant, comme disait Bastien, le problème à la racine, et puis progressiste, il est possible de changer le système de l'intérieur. Et alors, Aric McBay, il joue avec ces deux lignes, donc en mettant horizontale, verticale, et en essayant de représenter ensuite différents types d'actions. Alors, moi, j'avais essayé de croiser ça avec Olin Wright, en prenant Olin Wright sous l'angle la rupture plutôt en lien avec les enjeux réglementaires, rupture, désobéissance civile, en fait, en gros, comme type de mode d'action. La dimension interstitielle, plutôt essayer d'innover, des innovations juridiques, institutionnelles. Et enfin, réforme, plutôt justement la réforme interne des institutions. Et si on croise ça, j'avais essayé de positionner un certain nombre d'acteurs, y compris la fabrique d'ailleurs, pour prendre conscience peut-être que, voilà, plutôt que de se taper les uns sur les autres en se disant qu'il y a les purs et il y a les autres, ou il y a les assez radicaux, pas assez radicaux, peut-être qu'on peut aussi envisager des stratégies complémentaires. Et je me disais, d'un côté, on va voir les militants et radicaux. Et par exemple Greenpeace, on pourrait dire Greenpeace ou dernière rénovation, c'est l'idée que tout ça se fait avec moyen de la désobéissance civile, donc une stratégie en rupture. On peut avoir notre affaire à tous qui, à mon sens, est plutôt à la fois des militants et radicaux, mais qui vont se dire c'est plutôt des innovations juridiques ou institutionnelles. On utilise le droit en jouant un peu avec un peu peut-être ce que Bastien disait de faire des trous, ou trouver des espaces dans lesquels on peut faire valoir des droits. Voilà. Et enfin, Sea Shepherd, je le mets de manière peut-être un peu contre-intuitive pour certains, comme des militants et radicaux, mais qui se situent du côté de la réforme interne, puisqu'en fait, ils utilisent le droit, disent il y a un droit qui s'applique aux océans, il n'est pas respecté, et nous, on veut le faire respecter. Voilà. Et puis, du coup, on pourrait avoir, alors on a d'autres, cette typologie, on a des modérés et radicaux. Donc, modérés, changement est progressif, mais radicaux, le système doit être transformé radicalement. Et là, on pourrait dire qu'il y a, en jouant aux interstices, peut-être genre la coopérative Oasis, avec les écolieux qui inventent des modèles de vivre ensemble, là où ils peuvent, en jouant un peu avec souvent avec le droit. Ça, je sais de quoi je parle avec le campus, là, parce que on n'arrête pas de me dire qu'on prend des risques sur plein de sujets, parce que il faut, quand on est en collectif avec une visée d'être en écolieu, ça veut dire qu'on respecte pas totalement certaines règles. En tout cas, on est un peu aux interstices. Et puis, du point de vue de modérés et radicaux, il me semble que avec une perspective réformiste, que la fabrique se situe quand même pas mal là-dedans. Et où le lierre, par exemple, des hauts fonctionnaires qui se disent comment on s'associe pour essayer de subvertir aussi un peu de l'intérieur des logiques dans les ministères, dans la haute fonction publique. Voilà. Et puis, on pourrait avoir les modérés et progressistes. Ça, d'ailleurs, j'avais testé avec eux parce qu'au départ, tout ça vient d'une conférence qu'il m'avait été demandée par le WWF. Et j'avais dit, je vous positionnerai bien comme réforme interne et modéré et progressiste. Il m'a dit, oui, c'est tout à fait ça. Et je le dis comme ça parce que j'entends, et d'ailleurs dans la thèse ce matin du thésard, là où j'ai fait remarquer qu'il disait du WWF qu'en gros, ils étaient proches du grand capital et pas vraiment proches des questions de justice environnementale. Or, pour connaître un certain nombre d'acteurs du WWF qui sont très convaincus, mais qui pour eux jouent un rôle qui est en fait de stratège. Se dire, nous, de fait, on n'est pas Greenpeace, on veut pas l'être et on pense que c'est très bien que Greenpeace existe, mais notre existence se justifie aussi par le fait que pour certains, le discours de Greenpeace et les pratiques de Greenpeace sont inaudibles.
Et ça, donc je trouve que ce genre d'analyse, alors après, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est répartitions, mais je pense que ça a le mérite de nous interroger par rapport aux stratégies d'action sur la façon dont chacun d'entre nous ne peut pas jouer tous les rôles. Et du coup, qu'est-ce que, selon les sensibilités que nous avons, les positionnements sociaux, ben voilà, et peut-être comment est-ce qu'on peut créer ces alliances dont parlait Bastien, en disant, ben voilà, moi je sais que j'ai sur les questions de la réforme du capitalisme, ayant fait ma thèse sur la question des multinationales, j'avais des amis bossant dans des grands groupes et qui me disaient, mais moi je te donne plein d'infos, mais surtout tu ne me cites pas, mais je te donne des éléments très techniques pour que tu puisses, toi, en faire des articles académiques, et moi je vais me servir de ce que tu dis en disant, vous voyez, il y a des chercheurs qui posent bien les problèmes quand même, ça correspond bien à ce qu'on fait. Et du coup, moi, je vais essayer de l'intérieur de nourrir du dialogue. Et pour moi, ça, c'était pas des associations de malfaiteurs, mais des associations avec des gens qui, voilà, peut-être piratent un peu, voilà. Et voilà. Et de même, alors, si maintenant je passe à des enjeux stratégiques à partir de ce qu'on vit au campus, pour voilà, donner des exemples un peu concrets, je dirais que pour nous, il y a cette question de la formation dans les universités. Et là, de ce point de vue-là, on pourrait dire on joue un rôle qui est plutôt réformiste, puisqu'on essaye, voilà, mais en ayant un positionnement avec un écolieu aux interstices, on essaie de faire en sorte que des gens qui sont dans les institutions viennent, se déportent un peu et puissent eux-mêmes mettre en œuvre à plus grande échelle des transformations. Et c'est de pousser pour des transformations institutionnelles, réglementaires, etc. Donc ça, et je pense que la formation, alors je pense que là, je parle aussi à côté d'un convaincu sur essayer de faire bouger les choses dans les écoles, notamment de commerce, qui était un peu le départ de l'initiative du campus, se dire comment on déformate ceux qui sont voilà, responsables quand même des modèles économiques insoutenables et prédateurs dans lesquels nous sommes. Donc il y a tout ce sujet de formation, voilà. Après, le fait d'être un lieu aux interstices, au campus, là, avec le côté très concret. Moi, justement, sur cette question du positionnement par rapport à la typologie de l'InRight, je dis souvent, il faut que nous, en tout cas, on soit un lieu plateforme qui permet à des gens qui sont situés différemment, essayer de favoriser du dialogue. Et justement, entre les plus convaincus des réformistes, avec des personnes ou des institutions qui sont en rupture, comme leur stratégie, et d'autres qui adoptent une stratégie interstitielle, et du coup de pouvoir discuter ensemble, et justement pour élaborer des stratégies pour essayer de faire bouger les choses au bon niveau et sans être voilà, naïf sur les résistances. Enfin, ça rejoint ce qui était évoqué là, tout à l'heure par la personne dont je ne connais pas le nom, sur voilà, les façons d'envisager la réponse à la fois à ces signaux faibles et puis, enfin, en tout cas, les faire grandir et de combiner les méthodes et les modes d'engagement, et peut-être en comprenant un peu mieux des manières de faire qui, pour certains, semblent voilà, insupportables, même presque. Et donc, voilà, arriver à favoriser un vrai dialogue qui peut permettre de bouger à plus grande échelle. Et du coup, par rapport aussi à la question du rôle des acteurs économiques, alors sur les questions d'innovation économique, sociale, là, je pense que Bastien est très bien placé pour y répondre. Moi, pour avoir beaucoup bossé sur la question des multinationales et des éléments de transformation, c'est sûr qu'on voit en ce moment avec les enjeux du devoir de vigilance, alors on a la loi française depuis 2017, la directive européenne, alors qui est un peu chahutée, mais qui est quand même un pas en avant pour voilà, rendre les entreprises, reconnaître leur complicité à l'égard de violations des droits fondamentaux au long des chaînes de valeur mondiales. Ça, c'est quand même très important d'avoir des moyens de leur demander des comptes et de leur demander de rendre des comptes là-dessus. Et puis, il y a le traité ONU, en débat à l'ONU depuis 2014, à l'initiative au départ de l'Équateur et de l'Afrique du Sud, qui est une manière, en fait, qui serait d'élargir la loi sur le devoir de vigilance française à l'échelle internationale. Et il y a, pour connaître une juriste qui suit de très près les négociations, elle me disait que bon, là, celles qui ont eu lieu il y a 1 mois et demi étaient quand même un peu plus encourageantes que les précédentes. Voilà, donc ça bouge un petit peu. Alors c'est toujours, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein, mais c'est quand même aussi par rapport aux enjeux internationaux des éléments. Après, notre grand sujet, c'est la question de la comptabilité. Alors, je connais davantage la comptabilité CARE. Je pense qu'il y a d'autres méthodes
pour envisager donc une comptabilité dite en triple capital, c'est-à-dire qui intègre de manière structurante les questions écologiques et sociales dans la comptabilité. Il y a beaucoup à faire, et ça, c'est tous les débats actuels qui ont fait aussi couler pas mal d'encre ces derniers temps, entre simple et double matérialité. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas forcément expert de ces sujets, mais si je résume et je caricature, et puis je suis moi-même pas forcément experte des enjeux financiers, mais en gros, simple matérialité, c'est qu'on va regarder comment l'écologie, en gros, peut être un risque pour la finance. Voilà, et la double matérialité, c'est on regarde comment la finance est un gros risque pour les écosystèmes et les personnes. Enfin, c'est sans doute un peu caricatural, mais il y a quand même de ça dans le débat. Et se dire, en fait, si on veut vraiment aller suffisamment fort, il faut plaider pour la double matérialité, c'est-à-dire se dire comment est-ce que ça rejoint la question de réglementation et du monde financier, qui est sans doute le critère décisif de transformation de nos sociétés. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécile. Bastien, tu avais hâte d'être à ce moment et de pouvoir nous parler de stratégie. Le micro est à toi. Bah oui, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on s'en parle parce que, en vrai, globalement, si vous voulez, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire. Pendant plusieurs années, on s'est dit il faut qu'on construise un récit, il faut que tout ça. Mais on l'a le récit, il faut qu'on l'agrège, on peut le retravailler un petit peu, mais globalement, on sait et on a les outils pour faire face à la crise sociale et écologique. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que on fait advenir, comment est-ce qu'on fait grandir, comment est-ce qu'on met sur le devant de la scène les solutions que sur les territoires nous opérons déjà, les idées que nous avons mis en action dans ces solutions, etc., etc. Or, je pense que dans cette question, qui est une question de comment est-ce qu'on réalise ce qu'on sait qui doit advenir, la question des alliances est complètement cruciale. Parce qu'on y arrivera si nous sommes suffisamment forts pour le faire, et nous serons suffisamment forts si nous réussissons à nous allier. Alors moi, j'ai pas de recette magique, mais j'ai ce que j'ai vu fonctionner chez les licornes. Qu'est-ce que j'ai vu fonctionner dans cette alliance de coopératives ? J'ai vu la première chose qui est une question de confiance. C'est pour ça que j'ai commencé par là tout à l'heure. Il faut se connaître suffisamment, il faut partager suffisamment de quotidien, de réalité, pour se faire confiance, parce qu'à certains moments, quand on agit ensemble, ce qui compte, c'est les réflexes communs, et les réflexes communs ne se décrètent pas. Donc connaissons-nous mieux, soyons les uns avec les autres, et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, il faut partager un objectif clair. Et c'est là que je pense que finalement, notre sujet principal, c'est un sujet d'articulation, d'alliances qui elles-mêmes existent et ont des objectifs clairs. Parce qu'on ne va pas pouvoir, depuis un seul endroit, faire une espèce d'alliance globale, si vous voulez, ça ne va pas marcher. On a besoin d'être efficace et coordonné, allié entre un ensemble de sous-alliances. Moi, l'alliance que je porte devant vous, elle a un objectif clair, c'est transformer l'économie. C'est un objectif ambitieux, mais on est là et on est sur cette question, et sur cette question, vous pouvez compter sur nous. Par contre, il y a un ensemble de questions sur lesquelles on ne sera pas. Les transformations institutionnelles, on ne sera pas là-dessus. Les questions de transformation de l'éducation, de la culture, etc., c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la transformation économique. Comment est-ce qu'on construit cette alliance sur ce sujet-là ? On l'a construit en appliquant les règles que je viens d'essayer de vous dire, c'est-à-dire en se donnant d'abord un objectif clair. Tout à l'heure, l'un de vous a dit le milliard. Ben oui, le milliard, c'est un objectif clair. Que dit cet objectif ? Il dit, on se met tous et toutes ensemble pour aller chercher les moyens de financer des actions dont nous savons qu'elles sont
les bonnes pour construire la transition écologique et dont nous savons qu'elles sont outillées, pérennes, documentées, équilibrées sur le plan économique. Dans les licornes Enercop, c'est 200 000 clients. Je ne veux pas vous donner le détail de notre chiffre de résultat de cette année, mais la coopérative va être bénéficiaire et de façon sensible. Nos modèles économiques sont des modèles économiques qui sont solides. Donc, le sujet, c'est de réunir un ensemble de réseaux qui, constatant cela, sont prêts à se mettre ensemble pour aller chercher ce milliard. Pour ça, on a un plan d'action, 21 actions, 3 axes, on est en train de se mettre au travail, et sur ces objectifs de notre plan d'action, il y a des objectifs qui mettent en jeu des périmètres de positionnement d'alliance sur lesquels on a des recouvrements. Par exemple, notre premier objectif, c'est quel récit de la transformation économique. On voit bien que là, sur les récits que vous êtes en train de construire, il faut qu'on réussisse à se croiser. Travaillons-y ensemble. Deuxième objectif, articuler des réseaux différents. Vous êtes déjà vous-même une articulation de différents réseaux. Les nôtres ne seront pas exactement les mêmes, mais nous aurons des zones de recouvrement. Regardons-les, analysons-les, voyons leur puissance. Troisième objectif, construisons une carte de 300 lieux qui seront 300 lieux ambassadeurs de ces nouvelles façons de faire de l'économie. Tu le disais, Jean-François, tout à l'heure, il y a 100 territoires parmi vous qui sont repérés, qui travaillent et dont on connaît la qualité sur ces questions de transformation. Là aussi, on a des zones de recouvrement. Donc, moi, je crois que dans cette stratégie d'alliance, la première erreur, ce serait de se dire on superpose des actions et donc finalement on se mange le nez un peu les uns les autres. Donc articulons nos actions, voyons là où il y a des zones de recouvrement pour éviter en tout temps de faire à la place d'eux. Et là ça demande du travail. Donc mettons-nous au travail là-dessus. Par ailleurs, gardons, si c'est possible, cette dimension de clarté des objectifs et des actions qui sont reliées, parce que c'est là-dedans qu'on se comprendra bien. Si on sait énoncer chacun, depuis nos réseaux, les réseaux qu'on emmène, l'action claire et le périmètre, on va savoir articuler, on va savoir s'articuler. Mais ça demande des clarifications. Et à travers la démarche d'AMIA, on est en train de sortir d'une de ces clarifications, puisqu'on est en train de choisir un nom. Et dans le choix de ce nom, eh bien, on a bien vu qu'il fallait réussir à positionner clairement nos travaux. Voilà, donc... J'ai pas de recette magique. Je pense qu'il faut qu'on y travaille, il faut qu'on se mette ensemble. Et donc, c'est un appel à un travail collectif. Merci beaucoup, Bastien. Alexandre, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors je voulais rebondir sur la première intervention parce que j'adore moi aussi Eric Olin Wright qui est une vraie inspiration que je cite d'ailleurs dans mes travaux. Donc voilà, ça s'inscrit tout à fait aussi dans les perspectives qu'il ouvre. Je vais le dire un petit peu plus tard. Et puis merci d'avoir cité Eric McBay parce que tout à l'heure je parlais de pensée anti-industrielle. Juste une parenthèse, Eric McBay, c'est un des cofondateurs de DGR, mais qu'il a quitté en 2012, parce que lui ne supporte pas la transphobie, et donc on peut être critique du système et même radical, et pour autant quitter justement des organisations qui sont ouvertement transphobes. Je vous renvoie à son site web où il a une page qui s'intitule DGR and Transphobia, justement, que je trouve intéressant de quelqu'un qui a un parcours qui à un moment donné dit exprime une certaine radicalité, mais dit non aussi à un certain nombre de dérives et le pose assez tôt. Donc c'est effectivement un point à saluer. Mais ça n'a été qu'une parenthèse. Je dirais qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est peut-être celui d'une bataille culturelle qu'il faut mener pour arriver à poser un certain nombre de questions qui n'étaient pas forcément légitimes il y a encore quelques années. Alors, notamment celles que moi je porte avec mes collègues, mes camarades autour de la redirection, de la fermeture, du renoncement. Alors, je vais revenir sur cette notion de renoncement pour la défendre un tout petit peu. Quel renoncement Notamment, il y a un rapport du Sénat qui est sorti le 9 novembre dernier, très intéressant sur le fait d'engager la transition
d'action sur les territoires et dans les collectivités, et qui parle justement de redirection, de renoncement, qui explique que ce sont des options légitimes, que ce sont des options qui de toute manière vont se poser de plus en plus face à des enjeux d'adaptation, mais aussi face à des enjeux d'atténuation. Il faut qu'on soit donc prêt à relever ces défis-là, prêt à accompagner aussi des territoires qui n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de s'y confronter, et je vais y revenir. Et qui appelle d'ailleurs à la fin de la partie où il est question de ça, l'ensemble des collectivités françaises à revoir ces plans pluriannuels d'investissement dans l'optique justement d'opérer des renoncements qui vont être nécessaires au regard de ce double enjeu d'adaptation et d'atténuation. C'est quand même intéressant le chemin parcouru en quelques années pour porter une notion comme celle-ci qui s'impose et sur laquelle on est contraint à travailler, mais je suis pas sûr que ce soit une mauvaise contrainte. Au contraire, c'est une bonne contrainte et il faut maintenant le faire de façon tout à fait pratique. Et puis juste pour donner un exemple, on a fait, et pour dire qu'il y a des gens aussi dans les institutions, dans les ministères qui sont aussi en attente justement de cadres comme ceci pour s'en emparer et pour porter aussi cette parole à l'intérieur. Donc il y a une stratégie à avoir entre mettre la pression à l'extérieur et puis encourager justement des dynamiques en interne qui en fait ne sont pas des stratégies qui s'opposent. C'est comme militairement, il vaut mieux une stratégie en pince que de s'empaler comme ça. Bon, question des alliances, effectivement, elle a un petit côté militaire, mais pourquoi pas, on peut l'assumer. Il y a une session au ministère de la Transition justement sur redirection et renoncement, et pour les personnes qui étaient au ministère, c'était en fait avancer quelque chose pour elles que d'affirmer ça en fait. Donc on vient aussi en soutien à toutes ces personnes qui sont convaincues, qui sont dans les institutions et qui ont besoin justement de ces appuis extérieurs pour porter une action et une parole. Et puis il y a d'autres mouvements, effectivement, la taxonomie verte, on peut avoir une vision stratégique par rapport à ça, parce que l'objectif c'est quand même de définancer des activités nuisibles à l'avenir. Il y a d'ailleurs un principe qui est le do not significant harm, qui est un principe tout à fait intéressant. Il ne faut pas faire un mal significatif dans les investissements et les activités qu'on mène. Il faut se positionner stratégiquement par rapport à toutes ces actions, toutes ces dynamiques, tous ces acteurs. Et pour vous donner un exemple et montrer qu'en fait, il peut y avoir une sorte de convergence entre zadistes et institutions. D'un côté, on a des gens qui protestent contre l'A69, et de l'autre côté, la Caisse des dépôts n'a pas financé l'A69. Et on dit ça, c'est quelque chose qu'on ne financera pas. C'est quand même, je pense, tout à fait notable. C'est pas assez dit d'ailleurs dans les médias, etc., mais pour montrer finalement cette convergence entre des acteurs institutionnels et des acteurs qui évidemment ne le sont pas, ou en tout cas pas avec cet habit-là. Juste sur la question du renoncement, évidemment, nous, c'est pas un renoncement du moins, c'est pas un renoncement des renonçants pour vivre petitement. C'est évidemment un renoncement, une fermeture de tout ce qui menace l'habitabilité sur la planète, et donc des éléments qui sont pas forcément des éléments souhaitables et vis-à-vis duquel il faut développer des savoir-faire aujourd'hui pour leur donner une autre trajectoire. Donc c'est un renoncement pour préparer à une autre action demain, à d'autres modes de subsistance, et qui évidemment peut-être pas du côté du moins, en tout cas d'un moins, vaut mieux moins de ça, mais pour avoir un plus d'une certaine manière derrière, et qui est effectivement de ce point de vue-là tout à fait collectif. Je pense qu'il y a un enjeu aussi de ce point de vue-là à le poser. Tous ces projets qu'on ne veut pas faire advenir, ne pas les faire advenir, savoir y renoncer proprement avec tout le savoir-faire que ça implique, notamment le fait pour les acteurs impliqués de ne pas perdre la face, qui est quand même souvent ce pourquoi ils luttent. Ils luttent parfois moins pour des questions matérielles que pour maintenir la face par rapport à l'extérieur. Je pense qu'on a besoin justement de faire advenir des modèles où ne pas faire un projet inutile, ça n'est pas vu comme une défaite, ça n'est pas vu comme un échec, mais c'est vu comme une sortie par le haut. Symboliquement, c'est Anouilh souvent qui dit comment est-ce qu'on inaugure les projets qu'on ne fait pas. Comment est-ce qu'on coupe la banderole de ce supermarché qu'on n'a pas inauguré et il reste en fait un bois ou des terres qui n'ont pas été artificialisées. On va célébrer ça sur place et peut-être qu'on célèbre tout ce qu'on a laissé vivre. Ça, je pense qu'on a besoin d'une certaine manière de cette ingénierie symbolique, si je puis dire. C'est presque un oxymore, mais voilà. Et puis peut-être aussi d'un modèle économique où on se dit plutôt que de faire advenir un projet, parce qu'il y a des élus qui luttent pendant 30 ans, 20 ans, 10 ans, c'est leur carrière politique qui se joue sur le fait enfin de faire advenir. Puis quand ce projet va advenir, il est totalement obsolète, il n'a aucun sens, c'est un grand projet inutile. Mais comment est-ce qu'on arrive dès aujourd'hui à calculer le coût du projet, le coût environnemental du projet, le fait que peut-être il va
va durer 10 ou 20 ans, il va falloir ensuite le démanteler, il va falloir ensuite dépolluer, il va falloir ensuite licencier les gens qui ont travaillé sur ce lieu-là, et qu'en fait il va y avoir une perte sèche. Donc comment est-ce qu'on arrive dès maintenant à avoir un modèle économique qui permet d'éviter justement cette catastrophe, y compris au plan assurantiel, enfin à tous les plans, pour se dire que c'est mieux de ne pas faire que de faire. Ça, je pense qu'on a urgemment besoin de mettre en place ce type de circuit-là. C'est pas complètement fou. Par exemple, alors c'est un exemple de science-fiction, mais c'est presque plus un exercice de prospective que de science-fiction. Il est ancré d'ailleurs dans le réel. Mais dans le livre de Kim Stanley Robinson, donc le grand écrivain de science-fiction au ministère du futur, il a une proposition qu'il tire d'ailleurs d'un article scientifique pas trop cité, donc il est quand même allé chercher quelque chose d'assez obscur, qui est une proposition de créer une nouvelle monnaie pour valoriser le fait de ne pas émettre du carbone. Donc c'est assez intéressant, le fait de ne pas faire rapporte de l'argent plutôt que le fait de faire, d'extraire, de brûler. Donc voilà, peut-être qu'on a besoin aussi de réfléchir à ce type de proposition. Puis peut-être pour avancer, je pense qu'on a besoin, ce que je disais tout à l'heure, de retrouver des capacités ou de maintenir, de préserver des capacités d'agir, que ce soit à l'échelle des territoires ou que ce soit à d'autres échelles. Je prends juste deux exemples. Il y a un exemple sur lequel moi je travaille qui est dans le pays de Fayence, ce territoire dans le sud-est de la France où les élus de la communauté de communes ont annoncé sursoir la délivrance de permis de construire pendant 5 ans et demain sans doute plus ou moins arrêter de construire pour adapter l'urbanisme à l'eau et non pas l'eau à l'urbanisme, parce qu'ils ont vu que les courbes d'installation des habitants et de disponibilité de l'eau se croisaient, mais dans le mauvais sens. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? C'est un peu un territoire pilote de ce point de vue qui imagine un avenir un peu stationnaire en termes d'urbanisation. Et bien s'ils ont pu prendre des mesures comme ça très ambitieuses et repenser complètement une politique de l'eau, c'est parce qu'ils ont maintenu des capacités d'agir à travers l'existence d'une régie de l'eau. Et si en face, ils avaient eu un prestataire qui aurait dit maintenant, nous, on veut mettre un amendement, un codicile au contrat avant de faire quoi que ce soit, ils le disent, ça aurait été extrêmement difficile, voire impossible. Et en fait, ça rejoint un peu le principe d'Eric Olin Wright, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des germes non capitalistes, parce que la gestion par une régie, c'est quand même la gestion d'une certaine manière par un commun, donc une logique s'oppose un peu à cette logique-là, sur laquelle les acteurs peuvent s'appuyer. Donc ces acteurs qui aujourd'hui n'ont pas complètement abandonné leur capacité d'action sont davantage en capacité justement de faire face à ces transformations. Et puis il y avait eu d'ailleurs au niveau des banques centrales, c'est l'économiste Daniela Gabor qui le montre, il y a quelques temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vers 2022, des tentatives qui n'ont pas duré longtemps, qui ont duré juste quelques mois pour le coup, alors réguler ou tordre le bras du capitalisme financier dans l'optique d'un vrai verdissement en fait de la finance. Alors ça n'a pas été maintenu parce que justement c'était très ambitieux, mais ça montre que c'est possible et ça peut devenir un point de référence qui justement demain est politisé pour dire en fait vous l'avez expérimenté, c'est possible, donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller demain. Donc comment est-ce qu'on arrive à rendre visibles ces dynamiques, comment est-ce qu'on arrive à les renforcer, y compris quand elles viennent d'acteurs peut-être inattendus, mais qu'en fait il y a toutes ces latences, toutes ces virtualités qui demandent à s'actualiser, qui demandent un cadre pour le faire et donc qui demandent aussi que nous on fournisse ce cadre-là et qu'ils soient en appui justement pour développer ces dynamiques. Donc voilà, comment est-ce qu'on renforce le rôle de tous ces acteurs, soit ceux qui ont encore des leviers d'action qu'on peut appuyer, soit ceux qui ont besoin de retrouver des leviers d'action, ce qui est plus compliqué mais qui de toute manière va être nécessaire. Par exemple dans la métropole grenobloise, elle, par rapport aux ânes notamment, elle n'a plus de levier d'action, ou elle n'avait plus de levier d'action parce qu'elle n'avait plus de foncier. Aujourd'hui, ça la condamne, mais c'est un effort louable, à racheter le foncier pour retrouver des leviers d'action. Mais du coup, il faut avoir l'argent, c'est pas la même temporalité, c'est des efforts très importants. Donc, soit on s'appuie sur les leviers d'action existants, on les renforce, soit on essaie d'en recréer là où, en l'occurrence, le néolibéralisme a un petit peu tout liquidé. Mais ce sont des besoins tout à fait pressants. Il y a encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Si je ne m'abuse, on a rattrapé notre retard, n'est-ce pas? Et ça pourrait nous permettre, puisque je pense que Cécile doit nous quitter dans 10 minutes, peut-être qu'on pourrait voir s'il n'y a pas une question qui lui serait adressée. Quelle est la chance d'échanger un petit peu avec vous avant de nous quitter? J'ai pas vu tout défiler, ce qui est complètement dans mon dos, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui lui sont adressées ou si quelqu'un lève la main. On peut passer aussi le rebond à Patrick. C'est juste que je voulais permettre aussi de pouvoir échanger avec Cécile avant son départ. Pardon, donc juste une question très courte.
Je m'appelle Erwan Lecoeur, je suis sociologue et consultant et je travaille notamment sur la question de la formation à tous ces enjeux. J'ai une question très courte pour Cécile Renoir. Où en est-on des projets de formation de l'ensemble des personnes qui peuplent les ministères, et qui peuplent l'éducation nationale et l'éducation de l'enseignement supérieur? Je crois que vous aviez à un moment été compagnon de route du gouvernement sur ces sujets. On est alors sans rentrer dans trop de détails, on peut dire qu'il y a parallèlement à ce qui avait été demandé au campus, qui a donné lieu donc au manuel de la grande transition et à l'élaboration là de ce cadre des 6 portes, en constituant un groupe qui était hors système, comme on nous avait dit à l'époque. Il y a eu un groupe institutionnel piloté par Jean Jouzel et Luc Abadi, d'ailleurs les premières années, qui était destiné à réunir des acteurs réfléchissant sur les changements nécessaires dans l'enseignement supérieur. Et l'année dernière, il y a eu des demandes fermes adressées à l'ensemble des universités et des écoles, notamment de former tous les nouveaux maîtres de conférences. Donc formation aux enjeux des transitions, on pourrait dire. Formation aussi de tout, normalement, nouveaux doctorants sur ces sujets. Développement de ressources diverses pour pouvoir assurer ces formations et la formation permanente des enseignants-chercheurs et des étudiants. Notamment, alors il y a des ressources en ligne avec l'UVED, auxquels, et puis des acteurs, par exemple, comme le campus, sont sollicités pour contribuer à ce type de travaux. Et on est encore dans il y a à la fois des éléments maintenant, des obligations, ce qui pose quand même pas mal de questions, parce qu'une des grandes tensions qu'en tout cas nous percevons beaucoup au campus en discussion avec des universités ou des écoles, c'est un peu le défi du qualitatif versus quantitatif, c'est-à-dire au sens former, c'est pas seulement sensibiliser. La fresque du climat, c'est formidable pour sensibiliser, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la deuxième étape? Et la formation, ça veut dire quoi de former? C'est pas juste donner un cours. Hier, j'étais en discussion avec une école de commerce qui dit, l'objectif, c'est d'avoir un cours pour tous les étudiants. Et moi, ma réaction, c'est de dire, c'est très bien qu'il y ait un cours sur les transitions pour tous les étudiants. Encore faudrait-il bien vérifier le niveau d'ambition de ce cours. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des objectifs plus techno? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion anthropologique, philosophique, et puis qui va jusqu'à la question des nouveaux modèles d'affaires, enfin tout ce dont on discute maintenant. Donc quand on a dit qu'il faut former à quoi vraiment, et là on voit bien qu'il y a un flou artistique, et puis il y a une volonté de la part des établissements, de tous, c'est un peu la course pour montrer qu'on fait bien, et donc on fait de la massification, et donc on a formé je ne sais combien de profs, je ne sais combien d'étudiants, et nous on voit le problème, parce que c'est impossible. En fait, tous ces changements dont nous parlons demandent, et je pense que tous ceux qui sont là dans les collectivités, des élus et autres, on voit bien que c'est partir aussi de la base, partir des gens très convaincus et d'être stratège pour arriver à embarquer des gens qui n'ont pas tellement envie de se former à tout ça. Que ce soit, là je parle notamment des enseignants-chercheurs et de pas mal d'équipes de direction. Et ce que je perçois aussi comme grande tension, c'est la manière, alors ça rejoint un peu ce qu'on a évoqué sur la technologie, c'est la façon dont un très grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur vont vous dire, nous on va être les héros de la transition écologique et énergétique et de la transition numérique. Et tout ça sans qu'il y ait aucun problème. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a encore du boulot pour arriver aussi à dialoguer vraiment et à mettre en place des formations qui soient cohérentes. Voilà. Et que ça soit les cursus dans leur ensemble qui soient cohérents. Et là, de ce point de vue-là, peut-être il y aurait une bonne discussion à avoir, c'est que les étudiants sont quand même très porteurs de cette interpellation à l'égard des équipes de direction. Et comme notamment, alors dans le monde des écoles de commerce où les étudiants payent quand même cher pour être formés, ils peuvent être compris un peu comme des clients, et donc là, moi je leur dis beaucoup, mais allez-y, parce qu'en fait c'est peut-être aussi de là, ça rejoint la question des alliances pour la transformation. Bon, peut-être je me cantonne au monde de l'enseignement supérieur. Voilà. Tu voulais rajouter? Juste en rebond pour illustrer la contradiction, c'est mon collègue Diego Andivar qui dit souvent, c'est pas la peine de former finalement des traders qui mangent du quinoa. Merci. Est-ce qu'on a le rebond de Patrick, peut-être? Oui, tant que Cécile est encore là, j'ajouterais volontiers une 7e porte aux 6 portes grecques très stimulantes que tu as évoquées, qui est justement la porte de l'éros.
face à Thanatos. Parce que si je reprends le titre de ce débat, pourquoi y a-t-il, par exemple en France, il n'y a pas qu'en France, un enjeu majeur en 2027 ? C'est parce que la mobilisation du contraire de la puissance créatrice, des forces de destruction, peut s'incarner de façon très précise par une victoire, par exemple, de Marine Le Pen aux élections présidentielles, d'un gouvernement qui mettrait en œuvre des logiques d'extrême dureté, qui fait au passage que toutes les stratégies de plaidoyer, de transition, de négociation avec les pouvoirs publics dans lesquels nous sommes les uns et les autres en prendraient un sacré coup. Donc je trouve que c'est important dans notre débat d'articuler l'alliance des forces de vie, donc l'éros, mais en même temps l'identification et le repérage des forces de destruction, donc Thanatos. Et c'est vrai à toutes les échelles. C'est vrai à l'échelle de l'intime, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est vrai à l'autre bout, à l'échelle planétaire. Imaginons une situation dans laquelle Trump gagne les prochaines élections américaines, Marine Le Pen gagne les élections françaises. On peut dire que tout ça, c'est du pain béni pour Poutine et l'ensemble des régimes autoritaires du point de vue des forces de destruction. Alors, par rapport à cette question-là, il me semble qu'on le voit bien dans le débat, il y a deux axes fondamentaux sur lesquels l'alliance des forces de vie et de puissance créatrice peut s'organiser. Il y a tout l'enjeu de l'économie, mais d'une économie qui elle-même est revisitée à travers un autre rapport à la richesse. Une économie qui se souvient que l'oikos logos devrait être normalement supérieur à l'oikos nomos, que la gestion de nos petites maisons terriennes dépend étroitement de la survie de notre grande maison planétaire. Donc le réencastrement de l'économie dans l'écologie, qui suppose du même coup de se souvenir que la création de valeur, ça veut dire la force de vie, donc il y a un lien direct avec le vivant, que les systèmes de comptabilité doivent être refondés sur le discernement du bénéfique et du nuisible, et arrêter de croire que le bénéfice se réduit à des soldes monétaires, mais c'est un discernement, et là c'est à la fois l'éthos, mais aussi l'activité démocratique de délibération sur qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible. Donc ça, c'est l'immense piste du changement même de rapport à la richesse, à l'économie, dans lequel toute la perspective qu'évoquait Bastien s'inscrit, et dans lequel le point d'appui de l'audace sur le milliard vient très au-delà repenser l'ensemble d'un écosystème économique, mais c'est la même chose sur le plan politique. C'est-à-dire le passage du pouvoir à conquérir, du pouvoir comme domination. Donc c'est un pouvoir mort, c'est un pouvoir mortifère. Et à chaque fois que ce pouvoir s'installe, il crée au minimum de la dépression. Alors que le pouvoir comme puissance créatrice, qui correspond d'ailleurs au sens grammatical du verbe pouvoir, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. À ce moment-là, ce pouvoir-là est un pouvoir de vie, un pouvoir de puissance créatrice, et d'une certaine façon, moi je trouve que ce qui serait absolument passionnant dans tous nos réseaux, dans tous les acteurs de nos alliances, c'est de se mettre en campagne dans cette logique-là, c'est-à-dire quelle serait la campagne qui correspondrait à une logique de démocratie continue comme puissance créatrice et qui arrête d'être elle-même immobilisée par l'idée que la démocratie se réduit à des élections et que l'élection se réduit à une bataille de compétition pour l'obtention d'un pouvoir de domination. Si nous sommes immobilisés par cet imaginaire-là, nous avons perdu avant même de commencer à nous mettre en mouvement. Il faut donc penser les années qui viennent, non seulement par rapport à des enjeux tels que les élections municipales de 2026
ou législatives présidentielles de 2027, mais les penser comme le mouvement même des forces de vie qui rassemblerait l'ensemble des énergies créatrices et dans lequel, à ce moment-là, précisément parce qu'on n'est pas dans une logique de compétition, mais dans une logique d'alliance, on peut dire que tout le monde a sa place. Et y compris tout le monde a sa place du côté de ces forces transformatrices de la société civile et civique que nous représentons dans des lieux comme ici. Mais c'est la même chose pour le pacte pouvoir de vivre. C'est la même chose pour quantité de réseaux citoyens, du collectif de la transition citoyenne, des archipels, Jours heureux, Confluence, Écologie, Solidarité, etc. À ce moment-là, si nous nous mettons dans cette posture-là, eh bien, ça veut dire que chaque action, chaque rassemblement, chaque débat, y compris dans la façon de traiter nos propres controverses, nos propres désaccords, devient un élément de cette campagne au service des forces de vie. Je n'ai pas le temps de détailler davantage, mais je pense que le fait de se placer dans cet imaginaire de puissance créatrice et d'imaginer ce que serait une forme de campagne qui n'est plus à ce moment-là une campagne électorale, mais une campagne démocratique pour qu'un peuple se remette debout alors qu'on est en train d'annoncer la fatalité de sa soumission à une logique destructrice, ça, pour le coup, c'est absolument passionnant. Et ça relève de l'éros. Merci Cécile, merci beaucoup. Au revoir. Donc après cette prise de parole de Patrick Vivray, quelqu'un se sent... Bastien, tu voudrais... Vas-y, pendant qu'il distribue la parole. Non, mais j'ai des choses à dire à Patrick, mais je pense qu'il faut qu'on écoute la salle surtout, donc il y a des questions. Bon, j'avais une question. Thomas Busutil, ce qu'a montré la dernière campagne des dévendeurs et de toute la résistance qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que moi j'ai l'impression que cette idée de la sobriété, cette stratégie de la sobriété, si on veut que ça entraîne un changement massif de comportement, ça ne marche pas. Parce que ça renvoie à la restriction cognitive. Notamment, il y a pas mal de gens dans la nutrition, dans la recherche en nutrition, qui ont montré ça sur les régimes. Les régimes, ça ne fonctionne pas. Donc, une fois qu'on a dit ça et se remettre en cause la nécessité de transitionner, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres voies que de la sobriété, et notamment celle de la satiété, et qui change radicalement le mode mental avec lequel on va penser ce changement, puisqu'on n'est pas dans la contrainte, mais au contraire dans un cheminement pour justement trouver son point de satiété. C'est un chemin, une voie qu'il faut tracer, alors qui est complexe, mais néanmoins qui est positive et qui du coup permettrait d'aller justement vers cette sobriété collective ou cette sobriété heureuse, pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, mais en travaillant plus sur la satiété que sur la sobriété, même si la sobriété, elle peut s'appliquer à la production. On a parlé des questions de la production et de la consommation. Moi, il me semble qu'autant la sobriété peut s'appliquer à la production, autant elle a du mal, en tout cas, c'est le constat qu'on peut faire, à s'appliquer à la consommation, au changement de mode de comportement des consommateurs que nous sommes. Mais je pense que peut-être juste parce que Bastien, il me semble que ça fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu n'aimes pas parler de renoncement, mais de dire ce n'est pas que je ne peux plus, mais c'est que j'en ai pas besoin et pas envie. C'est un peu cette notion de sobriété versus satiété dont il parle. Oui, écoutez, je suis d'accord avec votre remarque. Et peut-être pour continuer un petit peu le débat, moi, c'est très simple. Le terme de renoncement, je peux pas le prendre. Je suis pas quelqu'un qui renonce. Je suis pas construit comme ça. Si vous me dites, Bastien, faut que tu renonces, non. Moi, je considère que ceux qui ont renoncé, c'est ceux qui continuent aujourd'hui comme ils le faisaient hier. Eux ont renoncé à être une puissance de vie, au sens où le disait Patrick à l'instant. Et moi, alors donc ça, c'est sur le fond, si vous voulez, sur la philosophie. Hein. Je crois que sur le plan philosophique, nous n'avons pas renoncé. Nous n'avons pas renoncé aux politiques. Nous n'avons pas renoncé à transformer la société. Nous n'avons pas renoncé à tout ça.
précisément. Et après, sur un simple plan stratégique, je pense que sur un plan marketing, si vous voulez, vous vendez pas du rêve aux gens en leur disant il faut que tu renonces. Qui a envie de renoncer à quelque chose? Moi, j'ai pas envie de renoncer à quelque chose. Moi, j'ai envie j'ai envie de vivre plus en adéquation avec ce que j'aime. Moi, j'ai envie de plus d'amitié, j'ai envie de plus d'amour, j'ai envie de plus de rencontres culturelles, j'ai envie de plus. Et c'est pour ça que ça, si vous le remettez dans des stratégies de communication, par exemple, Mobicop, j'ai pas mes trucs là, mais Mobicop, le slogan c'est moins de bagnoles, plus de rossignols. C'est être plus, avoir moins. Mais donc, à un moment, je pense qu'il faut être dans une dialectique qui soit une dialectique positive. Et je ne vois pas très bien comment est-ce que ça, on y arrive avec le renoncement. Je suis d'accord avec ce que disait Patrick sur la question de comment est-ce qu'on construit cette campagne. Là où je pense que y a une question de synchronicité, c'est que je crois qu'on y arrivera si on prend des objets qui ne sont pas des objets directement politiques, c'est-à-dire en faisant un pas de décalage et en restant sur le pied sur lequel nous sommes forts, c'est-à-dire le pied de puissance civile. Et donc pour ça, il faut qu'on propose des objets qui ne soient pas des objets directement de type campagne électorale, mais qui soient des objets dont la dimension, tout en restant dans une action civile, soit d'emblée politique. 1 milliard d'euros, c'est d'emblée politique. Néanmoins, ce n'est pas déjà être dans une discussion programmatique. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire naître un certain nombre de causes comme ça. La cause du milliard, c'est la cause de la transformation de la finance, c'est la cause de la transformation de l'économie. Et après, il faut qu'on réussisse à articuler ces causes. Mais c'est pour ça que je verrai ça. Et je pense que la forme de cette campagne, nous la verrons advenir quand les causes elles-mêmes seront suffisamment structurées en tant que causes et qu'elles commenceront à dialoguer entre elles. Et là, on verra quelle est la teneur du lien de ce qui les met ensemble. Merci. Merci. Juste sur la question de la satiété d'abord, puis sur le renoncement ensuite. Effectivement, avec un collègue, Nathan Benkemoun, on avait distingué, lui en particulier, une notion à côté de celle de sobriété qui effectivement renvoie à du moins. L'idée de diminuer finalement son empreinte. Alors je ne sais pas si c'est le problème qui était le problème de la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Je pense que le problème c'est surtout que elle est très intéressante cette campagne, mais aujourd'hui l'économie de la France repose aussi sur son marché intérieur. Et de facto, si on arrête de consommer, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le modèle économique actuel français. Donc on touche une contradiction. Il faut aller dans cette direction-là, mais en même temps, si on le fait vraiment, aujourd'hui, on n'a pas les outils pour bien le faire. Donc forcément, on rencontre une contradiction réelle et on peut pas demander d'ailleurs à ce spot de résoudre l'ensemble de cette contradiction. Pour autant, effectivement, je pense qu'à côté de la question de la sobriété comme réduction de l'empreinte de chacun, il faut penser, donc ce que mon collègue Nathan Benkemoun appelle une forme de suffisance intensive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réinvestit de l'infini dans le fini. Comment est-ce qu'on investit cette dimension du plaisir, de la satisfaction, on pourrait dire donc aussi de la satiété d'une certaine manière, pour ne pas l'abandonner complètement, mais se dire qu'on va la retrouver peut-être par des gestes, on va la retrouver par des pratiques, on va la retrouver aussi finalement, non pas en multipliant les marchandises en extension, mais dans des pratiques qui permettent de retrouver du plaisir et une forme d'infini dont on va dériver justement une réelle satisfaction. Donc, cette dimension me semble effectivement tout à fait complémentaire et fondamentale pour pas être uniquement dans cette perspective du moins, parce qu'effectivement, moi, la sobriété heureuse, je n'y crois pas forcément, au sens où tous les gens n'ont pas lu Gorce, n'ont pas lu Pierre Rabhi, etc. Ils vont pas forcément se projeter dans une sobriété heureuse qui, pour certains, risque de ressembler d'ailleurs à des formes de pauvreté qu'ils ou elles vivent déjà. Donc, en soi, effectivement, moi, je pense que ce sera pas convaincant, ces dimensions-là. Par contre, sur le renoncement, je vais me permettre juste de répondre. Il n'a jamais été question
Alors je mets au défi quiconque, si on allume mes travaux, ce qui est peut-être une condition préalable, mais je mets au défi quiconque de dire que le renoncement tel que je le porte et tel qu'on le porte, c'est renoncer finalement à la créativité, c'est renoncer à l'action, c'est renoncer à l'ambition. Au contraire, je pense que il faut nommer aussi le fait qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont des éléments non viables, extraire le pétrole, le brûler, fabriquer des SUV, fabriquer des autoroutes, fabriquer des méga-bassines. Et d'ailleurs, on voit des mouvements derrière qui sont des mouvements sociaux qui demandent finalement de renoncer à ces exemples de maladaptation, à ces exemples de grands projets inutiles. Et donc, si on n'a pas de catégorie aussi pour accueillir une action qui est une action de la société civile et donc une action authentiquement militante et démocratique, parce que justement venant de la société civile, je pense qu'on se coupe quand même d'un mouvement extrêmement important et que donc, au contraire, en renonçant à des éléments qui sont, renoncer à des choses qui sont négatives, pour moi, c'est pas une sortie par le bas, c'est pas un amoindrissement, c'est une sortie par le haut pour préparer justement derrière le fait de se reprojeter dans des modes de vie qui vont être des modes de vie beaucoup plus viables. Quand je parle de renoncement, quand je parle de fermeture, c'est vraiment désaffectation, réaffectation. Il y a un après, ça n'est pas du tout une fin en soi, c'est une fin qui prépare quelque chose, mais qui nous permet aussi de dire que dans le monde de demain, tout ne pourra pas être maintenu parce qu'on va devoir de toute façon s'adapter à des conditions changeantes où il y a des choses qui vont disparaître pour un certain nombre de nos activités. Et ça veut dire aussi renoncer à des choses qui aujourd'hui sont nuisibles si on veut maintenir des conditions d'habitabilité. Et ça, je pense qu'il faut aussi le nommer et que développer des savoirs et des savoir-faire en la matière pour investir cette dimension, c'est pas du tout manquer d'ambition ou d'être dans un amoindrissement, mais au contraire, c'est travailler sur peut-être ce qui fait partie des choses les plus intéressantes aujourd'hui. Et de toute façon, il y a un mouvement en la matière qui nous dépasse. Donc soit on regarde les trains passer, soit on les accompagne et politiquement, on porte aussi cet enjeu-là. Merci. Bastien, je t'ai vu hocher la tête. Tu as envie de réagir, c'est un débat hein, après tout. Non mais, attends, sur le fond, on est complètement d'accord, mais c'est simplement sur le terme. Je pense que le terme est mal choisi parce qu'il n'est pas porteur. Mais sur le fond, je suis absolument d'accord avec toi. Simplement, renoncer à quelque chose de nuisible, pour moi, n'est pas renoncer. Je ne renonce pas au fait que quelqu'un me mette une claque, si vous voulez. C'est pas un truc auquel je renonce. Et donc, pour moi, sortir des énergies fossiles, je ne suis en train de renoncer à rien, en fait. Par contre, je suis en train de porter l'avenir. Donc, absolument d'accord sur le fond, mais sur la sémantique, en termes stratégiques, je pense on peut travailler. C'est vraiment c'est complètement un point de détail. Il y a peut-être un enjeu aussi pour l'écologie de regarder justement les aspects durs et les aspects négatifs et de s'y confronter, plutôt de se projeter uniquement dans des futurs désirables, des futurs souhaitables. Il y a pas que ça, c'est pas la seule dimension. Soit on le regarde pas, soit on l'affronte, et je pense qu'il faut le faire de la meilleure manière, et ce qui n'empêche pas de le faire justement d'une manière humaine, qui prend soin aussi de ces questions. Mais voilà. Après les débats, est-ce qu'ils sont sémantiques ou en termes de pratique? Peut-être qu'il faut aussi qu'on aille sur les éléments pratiques pour voir ce qu'il y a derrière tout ça. Merci. Je pense que tu as fait un petit tri des nombreuses contributions. J'ai fait une mini-analyse. En parlant de renoncement, il y a le renoncement des élus à rester en poste, à tenir leur mandat, et une désaffectation de la population vis-à-vis des urnes, et donc un renoncement aussi à voter, à croire en la démocratie représentative. C'est revenu à quelques reprises dans le Mentimeter. Donc voilà, est-ce que vous avez par rapport à ça des éléments de réponse, et en écho à ce que insufflait Patrick, c'est-à-dire un élément de campagne, de force de vie qui bat campagne et dont les controverses nourrissent finalement la preuve qu'on est en mouvement. Est-ce que c'est une manière de réaffecter les électeurs et les élus dans leur mission qui est absolument fondamentale? Peut-être qu'effectivement on manque aujourd'hui de lieux pour pas seulement débattre, mais en fait agir autour de toutes ces questions. Moi, dans ce que j'observe quand même, c'est que dans les territoires qui sont confrontés finalement à des arrêts d'un certain nombre d'activités ou à des mesures fortes, on n'a pas forcément des gens qui, ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur, comment dirais-je, récusent ce type de mesures, mais parfois des gens qui aussi ont très bien conscience qu'il fallait prendre ce type de mesures, parfois qui sont très ambitieuses et qui parfois même vont les affecter économiquement, qui
également parfois considèrent que ces mesures ont été prises tardivement. C'est peut-être ça aussi la critique. C'est ces mesures ayant été prises tardivement, maintenant on est un petit peu dans la panade. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a plus tellement de leviers d'action. Et c'est ça aussi la difficulté. Et je pense c'est vrai qu'on l'a pas dit aujourd'hui, mais derrière toutes ces questions-là, derrière l'élu qui est aussi dans la difficulté, qui peut plus inaugurer ses grands travaux, qui peut faire ça, derrière les personnes effectivement qui voient leurs activités parfois disparaître ou qui doivent changer. Les gens qui construisaient dans une collectivité, on va plus construire. Je suis désolé, mais c'est un gros changement et c'est difficile de le faire passer comme un truc uniquement désirable, même si c'est sans doute désirable au final. Donc la question sous-jacente et le travail qu'on essaye de faire nous par rapport à ça, c'est de mesurer, nommer les attachements des personnes à un certain nombre d'éléments qui vont être profondément transformés, qui vont parfois disparaître, qu'on considère que ces attachements soient légitimes ou pas, mais dans tous les cas, il faut les considérer, il faut les prendre en charge, il faut apporter une réponse en repartant de ces analyses-là. Et pour ce faire, de toute manière, on est obligé de le faire démocratiquement parce qu'on ne peut pas juger de ce que sont les attachements des personnes sans les personnes considérées. On ne peut pas se décréter analyste finalement, juge des attachements d'autres personnes. C'est quelque chose forcément qui nécessite un dialogue et donc qui nécessite de faire d'autres formes de politique où finalement tout le monde va être appelé à répondre, à intervenir, pas juste sur le mode d'une consultation, hein, évidemment bien au-delà de ça, pour devenir finalement des gens qui vont enquêter sur le devenir des territoires, sur le devenir de leurs activités, sur le devenir de tout un tas de choses. Donc ça rouvre finalement des questions démocratiques qui sont absolument abyssales, pour lesquelles on n'a pas forcément les institutions aujourd'hui pour le porter. Et je dirais que c'est essentiellement ça, peut-être la démocratie, beaucoup plus qu'un processus de vote, ou d'ailleurs la caricature de la démocratie, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, qui est souvent celle des régimes autoritaires et dictatoriaux, qui est le référendum, dont on entend parfois d'ailleurs un petit peu les échos du retour, qui est évidemment l'inverse absolu de la démocratie. Bastien, tu veux réagir par rapport à ça? Est-ce que tu peux redire la question? En quoi le fait de participer de cette dynamique et de ces mouvements peut redorer le blason de la fonction électorale, permettre aux citoyens de réinvestir les urnes, et on voit bien au-delà des urnes de reprendre une place en fait dans la dynamique démocratique de réorientation, de bifurcation, de redirection, de transition, peu importe comment on la nomme, mais finalement de transformation de notre modèle de société et de notre modèle économique. Les élus participent au mouvement civil dont on fait état tout à l'heure. C'est ça le sens de la question? Entre autres, ouais. Moi, je pense qu'il y a effectivement là, d'abord, des choses qui sont très porteuses dans la société. Enfin, les mouvements qu'on citait tout à l'heure, c'est ceux qui entraînent les imaginaires collectifs à l'heure actuelle. Je pense qu'être dedans, effectivement, ça peut qu'apporter un certain nombre de choses. Après, en vrai, j'aurais un peu envie, excuse-moi, c'est pour ça que je te fais répéter la question, c'est que je crois que je tourne autour d'un truc qui est que je ne suis pas sûr que ce soit là la façon de protéger au mieux la démocratie. Moi, je pense que la démocratie, on la protège quand on donne du pouvoir d'agir aux gens. Donc, je ne serais pas en train de me retourner à nouveau vers les élus pour savoir comment est-ce que demain on va redonner plus aux gens l'envie d'aller participer à l'exercice démocratique. J'ai envie de me tourner vers les gens eux-mêmes pour leur dire, vous êtes en capacité d'action, vous pouvez agir et en ce sens, vous pouvez être des zones de résistance à la désaffection démocratique. Donc je pense que dès qu'on travaille sur le pouvoir d'agir, et il faut dire que notre société, parce que on entend beaucoup de choses négatives, mais il y a des choses extrêmement positives. Notre société est une société très mobilisée, on le voit dans le secteur coopératif, je le vois dans nos assemblées générales. On a 127 000 sociétaires, c'est des gens qui sont mobilisés pour faire avancer la société. Le secteur associatif est aussi en croissance, les gens sont extrêmement mobilisés. Donc je pense que là, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, il faut renforcer ce pouvoir d'agir, et c'est ça qui fera qu'à un moment, les gens ne seront pas en déperdition démocratique, finalement. Merci. Je crois qu'il y a deux autres questions, et puis ensuite on passera à une forme de synthèse.
Oui, Jean-Pascal Derumier. Donc, je me définis comme un contributeur citoyen, pour faire simple. Oui, c'était sur la question de la démocratie. C'était juste pour prolonger un peu le débat, pour dire qu'il y a un dénommé John Dewey, ou Dewey, si on dit en anglais, qui a écrit des choses extraordinaires dessus, et qui parle justement de ce fameux pouvoir d'agir des citoyens, et qui invite justement à une démocratie qu'il appelle, lui, participative, mais moi, je l'aime plutôt contributive. Et on dépasse clairement le stade électif, où on invite les gens à s'auto-organiser pour répondre eux-mêmes au plus juste de leurs besoins, à ce qu'ils ressentent juste et bon pour eux. Et ça, c'est fondamental, c'est le cœur de la démocratie. Et si on veut répondre réellement aux enjeux écologiques, aujourd'hui, les enjeux écologiques, ils se portent au plus près et au plus juste des enjeux de chacun. Et si on n'est pas en capacité de s'auto-organiser à toutes les échelles, parce que ça ne se joue pas simplement individuellement, c'est individuel, collectif, local, etc. Et il y a un besoin d'auto-organisation, et la société doit s'organiser par le bas en logique écologique, et c'est tout à fait l'inverse de la logique économique qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Et en termes d'imaginaire, c'est fondamentalement différent. Ça, c'est une première chose à comprendre. Après, j'ai une autre question, plutôt une remarque, parce que quand on dit qu'on doit aller à la racine des choses, moi, quand j'entends que le capitalisme est le cœur du problème, j'ai tendance à dire que le capitalisme est juste le cancer d'une logique qui s'appelle l'économisme. On a désencastré l'économie du social, et la réalité, parce qu'une fois qu'on aura enlevé le capitalisme avec ses logiques de profit, etc., on n'aura pas enlevé le fait que notre société est gouvernée à partir de logiques économiques. Pour répondre à une expression de Patrick Villeray, aujourd'hui, seul compte ce qui se compte. Et aujourd'hui, il faut être capable, on peut créer de la valeur économique à partir du social, qui a aucun coût de matière. C'est-à-dire qu'en gros, on peut créer de la valeur économique à partir de l'environnemental. Il faut juste une autre forme d'ingénierie. Il faut juste que nos politiques arrêtent de dire « je ne serai capable de créer des choses que si j'ai de l'argent ». On peut aussi s'organiser pour créer de l'économie. Et à mon avis, l'enjeu, il est réellement là-dedans. Si on veut être décroissant au sens production de matière, il faut compenser ce manque par une autre forme de production. Et cette production, elle est sociale et elle est environnementale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous rejoins sur les deux points. Ce que je disais sur la démocratie, bien au-delà du vote, comme aussi un processus d'enquête qui vient de la société civile, c'est tout à fait dans l'esprit de John Dewey que vous avez mentionné. Donc, c'est aussi dans cette perspective-là que moi je m'inscris, le travail que je fais, ou que font d'ailleurs ces acteurs qui essayent de donner une autre trajectoire à la 69, au méga-bassines, etc. Pour moi, ils sont aussi des collectifs d'enquête à la Dewey, parce qu'ils proposent à la fois du frottement, voilà, c'est assez concret, mais aussi de l'expertise qui vient nourrir en même temps ces réflexions, notamment sur les méga-bassines. Il y a tout un effort pour produire de l'expertise et contester justement le bien fondé, notamment devant les tribunaux, de l'installation de ces méga-bassines. Et c'est cette question de la production aussi de savoir et de la contestation par le droit qui fait écho d'ailleurs des choses que disait Cécile Renoir tout à l'heure. Je pense qu'elle est tout à fait intéressante. Et sur le second point, je vous rejoins tout à fait aussi. Je pense qu'un des enjeux par rapport à ça, effectivement, c'est peut-être d'envisager que demain, un certain nombre d'organisations qui sont aujourd'hui des organisations, des entreprises qui sont sur le marché avec tout ce que ça peut induire, il va falloir faire évoluer très fortement le modèle économique, le modèle de la production, et ça envoie un petit peu aussi cette question de la production à des travaux qui sont par exemple ceux de Pierre Kay, qui insiste beaucoup sur l'importance d'une économie de la maintenance, et pas qu'une économie de la production, de la destruction créatrice, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique véritablement pour assurer la maintenance. C'est un petit peu le parent pauvre d'un certain nombre d'activités, mais finalement, on va se rendre compte demain que un opérateur, qu'aujourd'hui un opérateur des télécoms sur le marché, peut-être que demain, son rôle, ça va être de maintenir des infrastructures qui vont être soumises de plus en plus à des événements climatiques très importants. Il va falloir justement assurer un réseau pour tout le monde. Et finalement, un grand nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont sur le marché avec des visées compétitives, de profit, etc., vont devoir basculer vers une économie effectivement de la maintenance pour maintenir l'accès à un certain nombre de services. Et pour faire ça, effectivement, ce ne sont pas les entreprises qui sont bien placées, ce sont les institutions qui ont vocation à durer, qui ont vocation à permettre de se projeter dans le temps. Et ça veut dire effectivement, c'est une autre raison de sortir d'une logique capitalistique pour rejoindre finalement une logique qui est une logique des institutions qui dure. Ça existe déjà. Hein. Juste pour donner un exemple, la question par exemple des déchets nucléaires. Alors quoi qu'on pense du nucléaire, de la gestion de ces déchets, etc., ça n'a pas été confié en France
à une entreprise, parce qu'on considérait que même par délégation, c'était pas une entreprise sur le marché qui allait permettre de gérer ça. Ça a été confié à une institution qui a été créée pour ça, pour gérer finalement un commun négatif, ce que j'appelle moi un commun négatif, que sont les déchets nucléaires, et c'est l'ANDRA. Alors quoi qu'on pense d'ailleurs du travail de l'ANDRA, on a choisi une institution hors du modèle économique classique pour le faire. Donc il y a déjà des prémices de ça, et ça va devoir se généraliser effectivement dans les prochaines années. Ouais, je vais répondre un peu légèrement parce que je pense qu'on s'avance vers la fin, et donc en faisant un coup de pub pour un livre vieux de 70 ans et puis un coup de pub pour une forme coopérative, elle, vieille de 20 ans. Le coup de pub pour le livre, c'est le livre de Karl Polanyi sur la grande transformation, parce que effectivement, le sujet central, depuis la lorgnette économique qui est la mienne, le sujet central, c'est celui du réencastrement de l'économie dans les institutions humaines, et peut-être que même la nouveauté de notre 21e siècle par rapport à ce qu'a pu écrire Karl Polanyi, c'est que nous, on voit bien qu'il y a des institutions écosystémiques naturelles, c'est-à-dire que l'humanité est en train de s'élargir dans sa conception, et que donc, il faut aussi qu'on réussisse à réencastrer l'économie dans un certain nombre d'institutions non humaines, mais écologiques. Et là, je fais un coup de pub pour un autre livre. Allez, je suis dans ma veine, mais c'est parce que je sors de la masterclass Autonomia là juste avant, donc je suis dans mes phases de lecture, qui est un coup de pub pour le livre de Descola, Par-delà nature et culture. Mais une fois que vous faites la synthèse de ces deux cadres théoriques, il y a quelque chose qui est très puissant à cet endroit. Et je reboucle sur du coup votre première question. Je suis absolument d'accord avec vous, et c'est ce que j'essayais de dire avant, c'est que l'exercice démocratique et dans sa capacité la plus profonde, il se joue dans ce qu'on réussit à organiser sur les territoires comme réponse aux défis qui sont les nôtres. Et là, on a des formes qui sont des formes intéressantes. Il y a bien sûr les formes associatives, il y a la forme coopérative d'intérêt collectif dans laquelle on a toutes les parties prenantes autour de la table. Donc c'est pour ça que je reviens sur la capacité d'action qu'on donne à ces collectifs qui sont merveilleux. Moi, je veux en témoigner partout. C'est merveilleux ce que les citoyennes, les citoyens arrivent à faire à partir d'associations, à partir de coopératives, de partout. Il faut augmenter leur pouvoir d'agir. Et là, on sera en position de donner à la démocratie la puissance dont elle a besoin pour affronter les défis écologiques et sociaux, pour revenir aux questions de guerre, d'autoritarisme, etc., etc. Dernière mini-réaction. Il y a une publication en cours sur Uzbek Erika qui est portée par l'Université de la Pluralité pour imaginer les archétypes d'entreprises de l'avenir. Et celle qui est sortie aujourd'hui, alors j'avais été sollicité, donc j'ai trouvé très intéressante. Il parle non pas d'entreprise à mission, mais de mission à entreprise, en disant qu'il y a des besoins comme ça de mission, de prendre en charge un certain nombre de réalités. Ça peut être des communs négatifs, ça peut être des choses. Voilà, on n'a pas forcément le modèle économique pour le faire, mais on crée une institution qui n'a pas vocation à être nécessairement une entreprise capitalistique classique, une organisation capitalistique classique, pour le prendre en charge, et on a besoin finalement de monter cette économie du soin de ces réalités-là, dont on hérite, qu'il faut détricoter, qu'il faut recomposer aussi. Par exemple, il y a Yves Citon dans une revue qui va sortir bientôt, qui propose aussi de dire peut-être que les propositions de revenus universels, de revenus d'activité, de revenus de transition, on peut parler aussi du salaire à vie, etc., peuvent être des propositions pour imaginer une économie alternative où finalement on aurait la possibilité de se consacrer justement à ces missions-là qui sortent aujourd'hui de l'économie instituée. Donc ça peut nous permettre aussi d'imaginer cette économie de la maintenance dont je parlais tout à l'heure, avec derrière une proposition qui permet aux citoyens et aux citoyennes de s'emparer de ces problématiques-là. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et vous applaudir également. Merci Anne, merci Alexandre, merci Bastien de nous avoir permis de prendre un peu de hauteur et de champ de profondeur en matière de réflexion.